Ce pompier y prête à peine attention et pourtant... L'impensable vient d'arriver. Le cauchemar vient seulement de commencer. 18 minutes plus tard, la deuxième des tours jumelles explose à son tour. Et ce n'est pas fini. Une heure après, les deux tours de 290 000 tonnes chacune s'effondrent comme de vulgaires châteaux de cartes. Et ce n'est pas... Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le lundi 11 septembre 2023 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode d'une nouvelle série qui s'appelle Conférence citoyenne. Et pour ce premier épisode, nous avons la chance d'aborder la question du 11 septembre 2001, la démolition contrôlée conventionnelle sur le grill. Nous allons accueillir donc un chercheur indépendant qui s'appelle Kaji dans quelques instants. Et pour introduire rapidement ce sujet, je rappellerai que ces 3 dernières années ont provoqué une vague de prise de conscience, c'est indiscutable. Beaucoup de personnes sont sorties du narratif officiel grâce à cette pandémie. Cela a eu pour conséquence positive d'éveiller le doute et la curiosité des clés pour notre émancipation collective. Après être tombés de l'armoire, nombreux sont ceux qui ont envie de chercher si d'autres événements n'avaient pas été manipulés. Et donc, le sujet des attentats du 11 septembre 2001 est un grand classique et donc a suscité un regain d'intérêt ces dernières années. Il est intéressant de souligner que de nombreuses personnes sont conscientes de la tromperie universelle dans laquelle nous vivons grâce à cet événement du 11 septembre 2001. C'est personnellement mon cas. On pourrait se dire qu'on a déjà tout dit et redit sur ces attentats et pourtant, je vous le promets, vous allez être surpris ce soir. En m'intéressant à l'époque à cet événement, je me suis rendu compte de l'importance du sujet et de la diversité des théories qui existaient. Globalement, j'ai compris, comme beaucoup, que la version officielle des attentats ne tenait pas la route et que dans toutes les théories possibles, c'était celle de la démolition contrôlée conventionnelle, sur laquelle on va revenir ce soir, qui était la plus convaincante. Mais même en ayant étudié cet événement en profondeur, j'ai pris une claque quand Kaji, que nous avons la chance d'accueillir ce soir dans quelques instants, est venu présenter ses recherches. Un des objectifs sous-jacents de cette conférence est d'apprendre à ne pas aller trop vite en besogne et de rester ouvert, humble, méthodique, à l'inverse du dogmatisme de notre époque. Nous avons souvent peur de l'inconnu, nous exprimons des réticences, même quand on a l'impression d'avoir fait le tour d'un sujet. Il reste des pans entiers à creuser ou redécouvrir. C'est donc normal de rencontrer, par exemple, un des profils qui aurait bien décrypté ce qui se passe depuis 3 ans, mais qui croit encore à la théorie officielle du 11 septembre. Nous avons donc le plaisir d'accueillir ce soir le chercheur citoyen indépendant Kaji, scientifique de formation et qui depuis quelques années cherche à comprendre de manière
manière passionnée et scientifique ce qui s'est réellement passé le 11 septembre 2001 au World Trade Center. Les recherches de Kaji sont largement inspirées par le docteur Judy Wood, et dont va vous parler ce soir, qu'on remercie pour ses années de recherche. Il se présente donc plutôt comme un messager. Voilà, on accueille sans plus attendre Kaji. Bonsoir Kaji. Bonsoir Akina, bonsoir à tous. Bienvenue à toi, c'est vraiment un grand plaisir de t'accueillir pour ce premier épisode de cette nouvelle série Conférence citoyenne. Voilà, une série où on va accueillir des citoyens qui sont des chercheurs aussi, donc qui ont une expertise à leur manière et qui donc essayent de mieux comprendre notre histoire, mieux comprendre la réalité de notre époque pour pouvoir mieux réinventer le monde. Donc c'est vraiment un grand plaisir. Ça va, pas trop stressé pour cette première en ligne, je crois? C'est la première en ligne et sur un sujet quand même assez sensible, on va dire. Et puis c'est une petite dédicace, c'est aujourd'hui le triste 22e anniversaire des attentats. Donc on va essayer de marquer le coup avec ça. Eh bien, tout à fait, on va marquer le coup et d'ailleurs, cette conférence, tu vas nous en parler, elle a eu lieu aussi, dans le réel. On y reviendra ce soir dans la soirée et donc, avant de rentrer dans le vif de cette soirée et de cette conférence, j'aimerais te poser 3 questions préliminaires. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour la communauté qui ne te connaît pas? Nous parler très rapidement de ton parcours et de ta légitimité aussi à t'exprimer, autour de ce sujet, 11 septembre 2001. Oui, bah, je suis ingénieur, docteur en physique-chimie. Euh, Comment me présenter? On va dire que par rapport à ton introduction, je fais partie de cette vague de réveillés de 2020. Alors, je me suis toujours posé des questions sur les choses de la vie, hein. J'ai toujours été réticent un peu à tout ce qui est conformisme. Voir les gens autour de moi qui font la même chose et qui discutent des mêmes sujets, ça m'a pas mal refroidi. Donc, je dormais, je mets des guillemets, avant 2020, mais on va dire que le terrain était propice à un réveil qui a été, on va dire, violent quand même pour moi. Et donc, on va dire que depuis 3 ans, j'apprends à oublier ce que j'ai appris. Je me rends compte de la puissance du mensonge dans lequel on baignait. J'accepte chaque jour de ne pas connaître grand-chose du monde dans lequel je vis et en fait, je réapprends. Et ma légitimité, c'est que, en tant que comme j'ai un profil scientifique, j'ai été attiré par des sujets en lien avec ça et c'est avec cette casquette que je traite des preuves empiriques disponibles le jour des attentats. Merci beaucoup pour cette présentation. Une deuxième question préliminaire, j'aimerais savoir pourquoi tu as fait le choix d'intervenir de manière anonyme ce soir sur le front médiatique? Oui, alors, pour des raisons personnelles, je n'ai pas forcément envie que mon entourage et notamment mes collègues tombent sur cette vidéo. Tout le monde le sait, c'est un sujet sensible qui amène beaucoup d'émotionnel et quand l'émotionnel prend le dessus, il n'y a ça ne sert à rien d'essayer de raisonner quelqu'un ou même de rester, d'apporter des preuves scientifiques, d'être bien concret. On l'a bien vu pendant ces dernières années, on avait beau amener des choses, concrètes à des proches et quand, on est plongé dans l'émotionnel, ça ne marche plus. Donc je préfère, c'est le genre de sujet que je préfère traiter en vrai et comme tu dis, rien que ces conférences-là, normalement, je les fais en présentiel, mais là, j'ai sauté le pas de le faire avec toi. Et un autre message que j'ai par l'anonymat, c'est de rappeler en fait que je suis vraiment juste un messager. C'est-à-dire que ce ne sont pas mes travaux, ce sont les travaux du docteur Judy Wood, qui est ingénieur mécanique, dont on aura l'occasion de reparler durant la soirée. Donc finalement, c'est pas important qui je suis, c'est juste que j'ai le background scientifique pour comprendre ses travaux. Même si on est d'accord que ces dernières années, avoir le background scientifique, ça ne veut plus rien dire forcément. L'argument d'autorité de ce style-là, on a vu comment il peut être volé en éclats parfois. Eh bien, merci beaucoup pour cette clarification et une dernière question préliminaire, qu'on pose à la plupart de nos invités. Est-ce que tu as des conflits d'intérêts? Est-ce que tu es encarté dans un parti politique? Est-ce que tu as des actions dans des grandes entreprises? Ou est-ce que tu as des intérêts liés à des puissances étrangères? Pas du tout. Non, non, je suis libre de m'exprimer ce soir. Super. Mais avant de te laisser la main pour cette conférence, je rappelle rapidement le déroulé de la soirée. Donc, dans un premier temps, on va avoir donc ce temps de conférence que tu vas nous présenter avec un diaporama qui va durer environ une grosse heure. Ensuite, dans un second temps, et donc garder ça dans un coin de la tête, on aura un temps de questions-réponses avec les internautes. Donc, pendant toute l'émission, moi qui serai là à la technique, je vais relever des commentaires, que ce soit des remarques ou des questions. Et donc, il y aura un temps de 20 ou 30 minutes après la conférence pour répondre à vos remarques ou à vos questions. Donc, n'hésitez pas tout au cours pendant toute la durée de la conférence à commenter le live. Et d'ailleurs, merci aussi pour vos partages, vos likes, parce que vous savez qu'on est évidemment shadow banné, vous le savez pour la plupart d'entre vous. Le Front Médiatique, c'est 7 chaînes YouTube fermées, donc n'hésitez pas à nous donner de la visibilité. Et enfin, on finira et on clôturera la soirée pour savoir quelle sera la suite, quels seront potentiellement les prochains épisodes. On demandera aussi son avis à la communauté à travers des sondages, on y reviendra. Et enfin, on parlera des conférences dans le réel rapidement
important parce que ce soir, tu viens nous présenter donc une forme de teaser d'une version plus longue que tu réalises dans le réel. Et ça nous tient à cœur aussi au Front Médiatique, malgré qu'on a un média donc sur le net, virtuel, dans le monde numérique. C'est important aussi pour nous d'être dans le réel. Donc, ça me tient à cœur de partager ce point-là avec toi. Voilà, donc je vais ouvrir le diaporama, je te laisse la main et pendant la conférence, je relève les meilleurs commentaires, enfin en tout cas de manière subjective, hein, l'objectivité pour moi n'existe pas. Je relève les commentaires pour pouvoir te les poser après. Et s'il y a des problèmes de son ou des problèmes à la technique, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires pour nous permettre d'avoir une émission de la plus belle des qualités possibles. Je te laisse la main, Kaji. C'est parti. Merci encore à toi d'avoir choisi le Front Médiatique. Je te laisse le diaporama. Merci à toi de m'accueillir. Donc c'est bon, ça projette bien? On est bon? C'est On voit parfait, l'écran? c'est C'est lancé. bon? OK, nickel. Avant de me lancer, je vais faire un petit préambule. C'était intéressant pour ceux qui l'ont remarqué, il y a eu un teasing de diffusé là, il y a une semaine avant l'événement et c'était super intéressant en fait de regarder un peu les réactions des gens parce qu'on se rend compte que c'est un événement qui suscite encore beaucoup de réactions, d'émotions et je voulais partager avec vous les réactions majeures les 4 réactions majeures que j'ai observées à la suite, de ce teasing. Donc vous avez d'abord, la réaction qui est le rejet. C'est-à-dire que clairement, on a des personnes qui sont hermétiques à toute nouvelle, révélation, qui n'en sont pas d'ailleurs, parce que pour elles, c'est sûr que la théorie de la démolition contre-conventionnelle, c'est pas une théorie, c'est sûr que c'est ça qui s'est passé ce jour-là. Leur position est figée et tous ceux qui vont revenir là-dessus, c'est ce qu'on va faire ce soir, sont donc des fous ou des infiltrés pour eux. Parce que ça voudrait dire forcément qu'on valide le narratif officiel. Sauf que vous imaginez bien que si on est sur le front médiatique avec, cette chaîne YouTube qu'on sautait, c'est que le narratif officiel, il a plutôt du mal à passer, sur ces canaux-là. Donc en fait, ils sont piégés dans un raisonnement binaire. Vous avez aussi la catégorie des méfiants. Ils sont dubitatifs car ils pensaient que la démolition contrôlée conventionnelle était la piste la plus sérieuse pour expliquer ce qui s'est passé. Mais le teasing a quand même éveillé un peu de curiosité et ils sont encore ouverts à écouter un autre discours. Vous avez ensuite une réaction de surprise, c'est-à-dire que c'était surtout valable pour ceux qui n'ont pas forcément d'idée arrêtée, qu'ils aient étudié le sujet ou non. Ils se sont dit: «Waouh, super, c'est le 11 septembre, ça va être chouette, voilà, c'est surprenant, je savais pas qu'il y avait encore des choses à apprendre». Et enfin, vous avez la dernière catégorie qui est, on va dire, ceux qui étaient en mode, qui avaient une certaine assurance parce qu'ils ont compris de quoi on allait parler, ce soir. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont partagé sur Telegram, les conférences, les travaux de Judy Wood et donc ils savent de quoi on va parler. Donc je rebondis un peu sur le teasing où il y a marqué qu'il y avait des nouvelles révélations. Bah, pas du tout en fait, parce que les travaux de Judy Wood datent il y a plus de 10 ans. Par contre, ce qui est triste, c'est qu'effectivement pour certains, ça va être des révélations. Et là, ça peut être intéressant de se demander plus tard, au cours de cette, présentation ou d'une autre émission, de se dire comment c'est possible que ce genre de travaux ait été, bah, bloqués en fait, que peu de gens ne le savent, hormis que c'est américain. Mais bon, ça c'est pas une bon argument parce que ça peut être traduit, après. Une autre précision que je veux faire, bah, je le redis, le titre effectivement est troublant, hein. Je comprends que beaucoup vont voir le titre en disant: «Oh là là, il veut nous démolir sans mauvais jeu de mots, la théorie de la démolition contrée-conventionnelle». Alors des fois, j'utiliserai DCC parce que c'est très long à dire, mais c'est important le mot conventionnel dans l'histoire parce que démolition contrée tout court, c'est pas assez précis. Donc c'est un titre assez troublant et voilà, il faut garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'écarter cette théorie pour la remplacer par le narratif officiel, qui est, vous vous souvenez, l'effondrement, dû, aux incendies de kérosène. Je ne reviens pas sur cette théorie-là puisqu'il y a, assez de documentaires et de travaux qui montrent que cette piste ne tient pas la route et je vais ne citer qu'un seul documentaire qui est pour moi, la référence, mais il y en a tellement d'autres. Mais pour moi, la meilleure entrée en matière quand on veut regarder ce qui s'est passé pour le 11 septembre, c'est le documentaire qui s'appelle «11 septembre 2001, le nouveau Pearl Harbor» de Massimo Mazzucco qui ne dure que 4 h 44. Voilà, donc il y a de quoi faire. Donc c'est une très bonne, entrée en matière. Et donc cette présentation, comme vous pouvez le voir, elle est extraite d'une conférence qui est donnée dans le réel, qui est beaucoup plus longue. Là, je vais vous faire un peu plus d'une heure, mais elle dure au moins 2 h 30, qui s'intitule «Où sont passées les tours jumelles du World Trade Center?» Et donc les sources sont principalement les conférences et les interviews du docteur Judy Wood, ingénieur mécanique, et aussi de son livre qu'elle a écrit, son livre de plus de 500 pages qui est paru en 2011. Donc nous sommes en 2023, ça fait 12 ans qu'il y a un livre. Tout ce que je vais vous présenter ce soir est déjà disponible sur internet et aussi, via un livre. Et à la fin de la présentation, je vous mettrai, les références bien sûr pour aller voir ce qu'elle fait. Elle a un site internet et cetera pour pas rester juste avec cette conférence, comme seul support. Donc ce que je vais faire, c'est reprendre vraiment, quelque chose que j'ai apprécié dans la méthode, du docteur Julie Wood, c'est, vraiment la démarche
d'enquête. C'est-à-dire qu'elle rappelle mais des choses tellement simples qu'on a peut-être oublié, c'est que la les théories ne doivent pas passer avant les preuves. Il faut toujours faire passer les preuves empiriques avant les théories. Parce que si on fait le contraire, si on a tendance à d'abord avoir une théorie et ensuite collecter les preuves, on va avoir tendance, et c'est naturel, à écarter les preuves qui ne conviennent pas à notre théorie. On appelle ça l'affirmation ou en anglais le cherry picking. Donc, quelques exemples de théories autour du 11 septembre. Bon, la théorie officielle avec les feux de kérosène des avions. Et il y a la démolition contrôlée conventionnelle. Donc, c'est important aussi de définir qu'est-ce qu'on appelle conventionnel dans cette présentation ou dans le référentiel de Judy Wood. Par démolition contrôlée conventionnelle, on va mettre la destruction de bâtiments dus à des explosifs plutôt classiques, avec de l'aide peut-être d'accélérateurs, etc. Et j'ai mis un slash j'inclus dans le conventionnel les mini-bombes nucléaires, même si je suis d'accord avec certains qui vont dire: «Ah oui, c'est pas très conventionnel quand même de détruire des bâtiments avec des bombes nucléaires». On est d'accord, mais j'ai mis le mot conventionnel avec bombe nucléaire parce que tout le monde sait ce que c'est une bombe nucléaire. C'est-à-dire que si demain il y a une bombe avec un champignon, il y a beaucoup de gens qui vont reconnaître la bombe, que c'est une bombe nucléaire avec, l'effet un peu de champignon. Donc par conventionnel, je voulais dire un peu tout ce qu'on connaît en fait. D'ailleurs c'est ça, on se dit: «Ça tombe, c'est une démolition contrôlée conventionnelle» et donc c'est ça que, aujourd'hui, on va un peu secouer. Et donc la méthode, quand on arrive sur une scène de crime, ce qui se passe, c'est qu'il faut toujours répondre aux questions dans cet ordre, après avoir assemblé les preuves. C'est de se dire: «Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cela a pu se produire? Qui a fait ça et pourquoi?» Et c'est super important de ne pas sauter les étapes, sinon, bah, si on rate la première étape, ça peut facilement nous mener un peu dans un cul-de-sac pour la suite. Et donc j'ai mis en vert «Que s'est-il passé?» parce que c'est exactement ce qu'on va regarder, ce soir. Et on va pas tout regarder puisque, donc je me fais un petit cherry picking, hein, je me l'applique à moi-même, c'est qu'on va vraiment regarder juste les preuves qui vont écarter la démolition contrôlée conventionnelle. Il faut savoir qu'il y a plein d'autres preuves qui montrent bien sûr autre chose. Et donc les faits qu'on va regarder ce soir, qui vont venir écarter la démolition contrôlée conventionnelle, c'est d'abord les débris sur le site du World Trade Center, l'impact sismique, le phénomène de poussiérisation, les dégâts aux alentours du site, les survivants de la tour nord, car oui, il y a des gens qui ont survécu, et de très très haut, et enfin le comportement de cette poussière. Donc, on va passer d'abord aux débris sur le site, et d'abord, avant de regarder les débris sur le site, bah, ce qui serait de regarder, c'est quoi le site du World Trade Center finalement? Parce qu'on nous montre souvent chaque année, bon, bah, les tours jumelles, on sait qu'il y avait des jumelles, on sait qu'il y a le bâtiment 7, c'est le fameux bâtiment qui est tombé seul, mais en fait, donc le Trade Center, c'est 7 bâtiments, et si on cumule les étages de tous ces bâtiments, ça équivaut à 315 étages en tout. Les jumelles font 110 étages chacune, et le bâtiment 7 dont on va parler bien sûr aujourd'hui, il en fait 47. Et donc là, je vous propose de faire une petite revue de l'état de ces bâtiments juste après les attentats. Bah alors, le W1, donc je pense que vous voyez ma souris, le WTC1, c'est la tour jumelle nord, 110 étages, au revoir. Il n'y a plus rien, on l'a tous vu à la télé, ou en vrai. WTC2, la tour sud, 110 étages, plus rien. Le W3, 22 étages, plus rien. WTC4, il n'est pas, on ne le voit pas, mais il est à moitié détruit. Il y a une partie qui est encore debout, celle qui est celle qui est un peu devant le Bankers Trust, elle est encore un peu debout. On va voir sur notre photo qu'il est encore debout. Par contre, il est cassé en deux, on va dire. Il est vraiment cassé. Vous avez le WTC5, alors lui, il a eu de la chance, il est encore debout. Par contre, on va aller voir ce qui lui est arrivé. Vous allez voir qu'il est debout, mais bien sûr qu'il a été détruit parce que quand vous êtes éventré comme ça, avec des trous partout, vous ne pouvez pas faire grand-chose d'un tel bâtiment. Et il a 9 étages. Vous avez le WTC6, alors lui, on va le voir tout à l'heure, il est assez phénoménal. Il est carrément coupé en deux, c'est-à-dire que si vous voyez, il est encore debout. Il fait 8 étages. Par contre, il y a un gros trou en plein milieu. Voilà. Et le fameux WT7 que tout le monde connaît, qui tombait tout seul, qui a 47 étages. Donc, en voyant cette image, Heu, quand on voit souvent, sur internet, 2 avions égale 2 tours ou on va dire que les complotistes, attention aujourd'hui quand j'utiliserai complotiste, c'est pas du tout péjoratif puisque je le suis. Un complotiste, n'existe pas s'il n'y a pas de comploteur, et un complotiste, il observe le complot, ce qu'on observe, exactement, même si ce mot a été, bah, pareil, encore une fois, on a mis beaucoup d'émotionnel derrière ce mot-là pour faire peur, mais soyons, entre guillemets, «fiers» d'observer le complot et de le comprendre. Et donc, on entend souvent 2 avions égale 2 tours, 2 avions égale 3 tours. J'espère que rien qu'en voyant cette image, vous allez vous rendre compte que non, 2 avions égale 7 bâtiments, en fait. Tout le site a été détruit. Quand je dis avion, alors vous ne me voyez pas parce que voilà, c'est mon choix, mais en conférence, dès que je emploie le mot avion, j'ai tendance à mettre des guillemets. Voilà, je n'en dis pas plus puisque ce soir, ça va aussi frustrer peut-être certaines personnes. On ne parlera pas des avions. Il y a tellement de choses à dire avant de parler des avions, et j'espère que vous allez vous rendre compte à la fin de cette présentation que les avions,
bah, c'était de la distraction. On n'en a rien à faire qu'ils soient là ou pas. Mais peut-être qu'ils ont été mis en place pour justement nous empêcher de regarder l'épreuve. Cette image est le résultat d'une technologie qu'on appelle le LIDAR. C'est une méthode qui permet de détecter pour faire de la cartographie et cartographier un lieu. On peut voir en fait sa hauteur, on peut voir un peu le relief. Voilà, le relief. Et donc ça, c'est le site modélisé. La date, elle est faite entre le 16 et le 23 septembre 2001. Donc j'ai essayé de dater au maximum les photos. Vous allez voir, c'est très très important pour certaines preuves, parce que souvent on nous partage des photos, mais on n'a pas la date. Donc quand on n'a pas la date, on peut faire dire un peu ce qu'on veut. Mais là, on sait que c'est fait en 16 et 23 septembre. Et donc la légende, je vous la présente, c'est que plus le bâtiment va être très très haut, plus la couleur est rouge, et au contraire, plus le bâtiment est très très élevé, plus la couleur est verte, et on passe par des dégradés de vert clair, jaune, orange, etc. Donc, ce qu'on peut observer par rapport au site du World Trade Center, donc on est une semaine après les attentats, on retrouve nos fameuses tours jumelles en couleur, donc elles font 415 mètres, pour rappel, environ. Donc on s'attend à ce qu'elles soient. Bien sûr que si elles n'avaient pas été détruites, elles touchent le ciel, hein, elles sont très très hautes, elles sont rouges. Et là, on constate que, en fait, les 110 étages qui viennent de s'écrouler ont donné un bâtiment, les débris font une hauteur de, regardez la couleur, c'est vert. Les débris font même pas 30 mètres. Voilà. C'est-à-dire que vous avez 110 étages qui viennent de tomber et vous n'avez même pas 30 mètres ici. Le bâtiment, le 3, c'est pour insister que voilà, il n'y a pas que le 1 et le 2 et le 7 qui ont sauté, hein, le 3 est complètement détruit. Regardez le 4, vous voyez, quand je vous dis qu'il est coupé en deux, tout ça c'était le 4, il a disparu, il reste que ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et puis alors le 6, regardez la couleur, il est carrément vert très foncé. Donc on est carrément au niveau 0. Il y a un trou en plein. Et donc, alors le bâtiment 7, on le connaît très bien. Il faisait 186 mètres quand même. On s'attend à du rouge, ou en tout cas voilà, que les débris accumulés fassent quand même un petit monticule. Pas du tout, c'est du vert foncé, donc on est entre 0 et 30 mètres. Quoi. On est à 3-4 étages en réalité, hein, si on regarde avec d'autres mains à côté. Et le pire, c'est lui, en fait, où on est carrément dans le noir, donc on est carrément à 0. Et c'est bizarre, puisque on pourrait se dire, bon, il y a un trou ici, c'est possible. Ah oui, c'est les débris de la tour nord qui ont pu tomber et casser le toit et faire le trou. D'accord. Mais comment ça se fait qu'il y a toujours un trou? Parce qu'au pire, si ça casse, les débris ils tombent là et le trou il se remplit. Donc il n'y a rien dans le trou et vous n'avez rien non plus au niveau de l'empreinte du bâtiment. Donc je pose pour la première fois la question que répète régulièrement Judy Wood dans ses présentations, où sont les lits? Je vais en remettre une couche. Là, c'était tout à l'heure la photo avec le lidar. Là, c'est la photo réelle. Regardez la date, 12 septembre 2001, très important. Donc, un jour après les attentats. Donc, le déblaiement, tout ça, on n'en parle pas. C'est impossible que 24 heures, on ait vidé ce bâtiment-là. Donc, vous voyez, c'est la même image que tout à l'heure, mais en réel. Vous avez le WT7 qui est ici, avec un monticule de débris, mais ça ne monte pas très haut. Et vous retrouvez votre bâtiment 6 cassé en deux, avec un trou énorme au milieu et le WTC1 où il reste juste en fait la hauteur du lobby. Il fait 110 étages, mais le premier étage, il n'arrive pas tout de suite, parce que vous rentrez dans un lobby comme dans un grand hôtel, vous avez une certaine hauteur. Mais donc, vous avez un problème, c'est-à-dire que vous n'avez aucun débris ici, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression qu'il y a 110 étages qui viennent de s'écrouler ici, et vous n'avez pas l'impression qu'il manque aussi quelques... Là, regardez, on voit les étages ici, il y a un petit problème, il n'y a rien, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Donc, il manque des débris. C'est la première chose à laquelle il faut faire attention. Et en plus de manquer des débris, il y a aussi des trous sur le site, des trous impressionnants. Donc bien sûr, il y a le trou dans le WTC6 et là, on est à l'intérieur, je vous ai mis une photo, on a des personnes qui regardent. Là, c'est le trou et vous voyez, on voit encore les étages, mais il n'y a rien à l'intérieur. Ça n'a pas été déblayé. Il n'y avait pas besoin de déblayer, il n'y a absolument rien. Et on voit bien les étages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est impressionnant, mais il y a un trou au milieu. Vous avez aussi des trous là. Vous avez des trous ici. Ça commence. Vous avez bien sûr un trou ici. Et aussi, chose extraordinaire, en plein dans la rue, devant la tour sud, vous avez des trous, mais qui rentrent dans le sol. Vous avez des affaires, vous avez carrément là, si vous voyez ce trou-là, il est ici, zoomé. Vous avez ici le parking. Vous êtes là sous le niveau 0. Vous avez des trous qui sont vides. Qui sont vides. On pourrait dire, bon, c'est un trou parce qu'il y a eu un choc et les débris sont allés là-dedans. Il n'y a rien. Donc en fait, si on s'amusait, si c'était des tours de Lego et qu'on s'amusait à reprendre toutes les pièces qui sont ici pour reconstruire le World Trade Center, je pense que ça peut être une belle image. Vous n'y arriverez pas. Il manque des débris.
ce qui est important, donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est à noter, c'est on va essayer de traquer justement ces débris des tours jumelles. Ils sont passés où? Parce que les bien tombés, il y a 110 étages qui sont tombés. Elles font 500 000 tonnes chacune, puisque dans le teaser, tu mettais 290 000 tonnes. C'est oui, à la construction, quand elles étaient construites, elles faisaient 280 000 tonnes, mais elles n'étaient pas vides. Après, il a fallu remplir avec le mobilier, les bureaux, etc., les toilettes. Ça ramène de la main. Et en fait, elles faisaient 500 000 tonnes chacune. Et donc, voilà, vous avez l'image, vous les connaissez, elles sont ici intactes. Et regardez en violet, je vous ai indiqué ce qu'on observe après les attentats. Donc, vous avez le bâtiment qui est ici, qu'on retrouve bien ici. Lui, il n'a pas été touché, il a eu de la chance. Et les débris de la tour nord, donc là, les deux tours sont tombées. Vous allez voir comment on le sait. Enfin, on sait qu'elles sont tombées, mais vous allez voir le timing aussi, on sait quelle heure il est. Enfin, je pense que vous avez trouvé pourquoi on sait quelle heure il est, parce que regardez ici. Et donc, juste ces débris-là, cette hauteur-là, représente ceci. Donc, pareil, où sont passées les 500 000 tonnes de ce bâtiment. Et donc, on sait que les ouvriers n'ont pas eu le temps, les pompiers, etc., n'ont pas eu le temps de déblayer, puisque regardez qui se trouve encore debout, le WT7. Et je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas par cœur les timings, les horaires, mais le WT7, c'est le fameux bâtiment qui est tombé tout seul un peu plus tard, à 17h15. Donc si vous le voyez encore debout sur la photo, ce n'est pas un photomontage, c'est que nous sommes situés entre 10h30, l'heure à laquelle la tour nord est tombée, donc la dernière tour est tombée, sa tour nord. Donc on sait que cette photo-là est prise entre le jour même des attentats, donc entre 10h30 et 17h15. Où sont les débris? Donc, on se retrouve avec deux tours de 110 étages chacune. Elles abritaient des bureaux. On ne retrouve aucune fourniture, aucun combiné téléphonique, aucune chaise retrouvée. Les 7 bâtiments portant le préfixe WTC ont été détruits. Et vous avez les médias, on va parler des médias donc, qui vont venir vous raconter une histoire. Et donc, la première histoire qu'on va venir vous raconter, je vous invite à essayer de retrouver vous-même ces déclarations. On va vous, bien sûr, parce qu'il y a des gens, là, le constat que je fais aujourd'hui, il y en a qui l'ont fait en 2001, et c'est pas Judy Wood qui a été la première à le voir. Il y en a d'autres qui se sont dit, quand même, c'est bizarre, il manque des débris. Elles sont où les tours? Les pompiers, hein, les premiers ont dit, mais c'est pas possible. Ils sont où les débris? Et donc, la première chose que les médias ont dit, c'est que une partie des débris aurait été envoyée rapidement en Chine. Voilà, donc je vous laisse apprécier cette raison. Il faut imaginer que les États-Unis viennent de subir leur pire attentat de tous les temps, et on envoie les débris d'une scène de crime en Chine. Déjà, ça colle pas. Et puis en plus, c'est débunké avec toutes les photos précédentes, parce que j'ai insisté pour vous montrer les dates, pour vous montrer que non, les débris ont disparu euh, immédiatement. C'est-à-dire que ça n'a pas eu le temps de partir en Chine, hein, même s'ils ont essayé de le faire. Donc globalement, vous avez compris que cet argument-là, il n'allait pas tenir longtemps. Donc bon, il faut trouver une nouvelle explication pour expliquer où sont les débris. Peut-être qu'ils étaient sincères, hein. Je vous laisse apprécier leur sincérité pendant ces dernières années, ou même avant. Peut-être qu'ils étaient sincères. Et donc là, ce qu'on va nous dire, on va nous dire qu'en fait, non, non, le choc avec le sol a été si violent que les débris ont été pulvérisés, et une grande partie, en fait, se trouve en réalité dans les souterrains des tours. Et ben, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller regarder. C'est ce qu'a fait Judy Wood. Il a dit, OK, bah, moi, je vais aller regarder l'état des souterrains et l'impact sismique dû à ce choc terrible qui a fait pulvériser 500 000 tonnes de matériaux. La première chose à aller regarder, c'est le réseau de canalisation. Et on a de la chance, on a des photos. Là, on se situe sous la tour nord. Et là, vous avez, dans ce mur en béton, se trouvent les tuyaux de canalisation qui étaient sous la tour. Et je vous laisse apprécier l'image. Il ne semble pas que ce mur soit fissuré. Il semble plutôt intègre. Il n'y a pas vraiment de dommages visibles. On a du mal à croire qu'il y ait 500 000 tonnes, 110 étages, enfin une tour de 415 mètres qui est tombée sur ce mur en béton, qui aura dû prendre très cher, on va dire, au niveau de l'énergie potentielle dégagée. Il n'a absolument rien. Il y a de l'eau visible au sol. Je rassure tout le monde, c'est de l'eau qui provient du nettoyage. Parce qu'on va dire, oui, mais il y a de l'eau, donc les canalisations étaient pétées. Non, c'est de l'eau qui a été utilisée. Vous savez, ils ont essayé d'éteindre le feu. Là aussi, j'ai envie de mettre des guillemets. Ils ont essayé d'éteindre tout ce qu'ils pouvaient, et donc ils ont utilisé beaucoup d'eau pour éteindre le feu. Et donc, ça fait des flaques, et ça, c'est de l'eau de nettoyage, hein, c'est pas de l'eau des canalisations. Et puis pour ceux qui disent oui, mais quand même, prouve-nous qu'il n'y a rien eu de cassé, eh ben, on va aller regarder géographiquement où se situe le World Trade Center. Il faut savoir que le World Trade Center, il est situé dans le quartier de Manhattan, mais plus précisément le Lower Manhattan. Et ce quartier-là, en fait, il est situé sous le niveau de la rivière Hudson. D'accord? Donc là, vous avez ici, rappelez que les tours jumelles sont proches de l'Hudson, et ce quartier-là, il est sous le niveau de la rivière Hudson. Et donc, le réseau de canalisation, il traverse le World Trade Center. Vous le voyez ici. Donc, si vous avez
tour qui s'effondre et qu'on nous dit que ça a pulvérisé, que les débris sont sous la terre, ça vous rappelle Shanksville, hein, l'avion à Shanksville, on ne le voyait pas parce que les débris étaient sous la terre. Bah là, c'est pareil, on nous a refait la même, on nous a dit les débris, vous ne les voyez pas parce qu'ils sont bien rentrés dans le sol. Ok, bah, vous imaginez que si c'était ça, tout ça, ça pète. Hein. Les canalisations pètent. Qu'est-ce qui se passe si les canalisations avaient été endommagées? Bah, Lower Manhattan aurait été. Est-ce que vous avez souvenir de gens qui courent, qui s'enfuient avec des vagues d'eau qui les emportent? Non, on a juste vu des gens couverts de poussière qui fuient dans un brouillard épais de poussière. On va en arriver à l'impact sismique aussi. On va se dire, bon, bah d'accord, on va quand même vérifier si effectivement ça a été pulvérisé. Donc il faut qu'on ait une force, il faut nous montrer qu'au niveau sismique, il s'est passé quelque chose. Et donc là, je vous montre le signal dû à l'impact sismique quand la tour nord s'est effondrée. Donc la magnitude, c'est la puissance utilisée, c'est l'unité utilisée pour les sismes. Je pense que vous en savez quelque chose. Puis avec l'actualité, malheureusement au Maroc, bah voilà, c'est encore d'actualité. Donc le World Trade Center 1, la tour nord, quand elle est tombée, la magnitude du séisme était de 2,3 et le séisme a duré 8 secondes. Et déjà, vous allez vous dire, pourquoi il nous parle de ça? J'ai jamais entendu parler d'un séisme dans New York ce jour à cause de l'effondrement des tours. Et ben, vous auriez raison, puisque finalement, quand on collecte les témoignages des survivants ou de ceux qui ont couru pour échapper aux tours qui s'effondraient, les gens mentionnent rarement un séisme. Alors après, vous allez me dire, ils étaient peut-être occupés à penser à autre chose, mais globalement, un séisme à ce moment-là, personne n'en parle, ça a très peu circulé. Bah, c'est normal, 8 secondes avec une magnitude aussi faible, vous ne sentez rien. Vous avez quand même 110 étages qui viennent vous tomber dessus, hein, mais vous ne sentez rien. Ok. Et puis à titre indicatif, je vous ai mis il y a eu un séisme à New York d'une même intensité au début de l'année 2001, mais c'est pas important. Ce qui va être important, c'est de comparer quelle est la signature d'un bâtiment qu'on écroule avec une démolition conventionnelle. Et donc, je vais vous parler du Seattle Kingdom. Enfin, je vais vous parler de Judy Wood. Prend l'exemple du Seattle Kingdom, qui est un stade couvert multisport qui a été détruit avec de la démolition contrôlée conventionnelle, donc avec des explosifs. Sa hauteur est de 76 mètres. Et vous avez ici le sismogramme qui représente cette démolition contrôlée conventionnelle, c'est-à-dire la signature. On observe qu'on a une magnitude 0,3. Tiens, ça nous rappelle la valeur de la tour nord, c'est à garder. Et par contre, la terre a tremblé, le sol, bien plus longtemps, pendant 52 secondes, presque une minute. Donc là, c'est un peu plus sensible. Même si un tremblement de terre à l'échelle 2, c'est une échelle logarithmique, donc même 2, ça reste ridicule. Hein, on ne sent pas grand-chose. Il faut vraiment être conscient. Savoir qu'il y a quelque chose qui se passe, on peut ne pas faire attention. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser le Seattle Kingdom comme référence pour regarder à quoi on peut attendre pour les tours jumelles, pour se rendre compte qu'il y a un problème. Et donc, si on prend le Seattle Kingdom en référence, il équivaut à peu près à 20 étages d'une des tours jumelles. D'accord? On sait qu'il a une magnitude de 2,3. On connaît la magnitude due au séisme, due à l'effondrement des bâtiments qui nous intéressaient, on va dire les plus connus, c'est-à-dire ceux dont on nous a parlé, les 2 tours jumelles et le bâtiment 7. Regardez, la tour nord 2,3, 2,1 et 0,6. Et bien en fait, on va faire une simple règle de 3 pour trouver à combien cette magnitude correspond. Et en plus, on va faire un calcul pénalisant, c'est qu'on ne va même pas tenir compte du fait que la surface au sol des bâtiments WC était beaucoup plus faible que celle du Seattle Kingdom. Et donc, il y a plus de matière qui s'écroule sur une petite surface. Donc, en fait, l'énergie potentielle dégagée, elle est bien plus énorme pour les tours jumelles. Et elle est indiquée ici à titre indicatif. Alors, moi, je fais de la physique-chimie, donc ça me parle, mais voilà, j'essaye de bien expliquer. S'il y a des questions, on reviendra peut-être sur ce transparent-là. Mais en gros, si le Seattle Kingdom est pris en référence avec une énergie potentielle de 1, ben, il faut imaginer que la tour 7, c'est 7 fois plus important au niveau de l'énergie potentielle, c'est la puissance qui va frapper le sol, c'est 7 plus important à peu près, et les tours jumelles, c'est 30. Donc voilà, en faisant cette simple règle de 3 avec ce calcul pénalisant, on se rend compte que la signature pour le bâtiment 1, ça équivaut à un bâtiment de 20 étages, pour la tour sud de 16 étages, et ne rigolez pas, mais le bâtiment 7, on est à même pas 3 étages. Voilà. Donc en fait, on se rend compte, donc tout ça, en fait, que la magnitude observée sur le site du World Trade Center ne correspond pas au choc des bâtiments de dizaines. Il nous manque ici 90 étages qui auraient dû être présents pour frapper et voir une magnitude beaucoup plus élevée que le 2,3 du Seattle Kingdom.
Donc il se passe quelque chose. On se rend compte que la démontrie conventionnelle ne s'applique pas vraiment pour elle en prend un coup là, pour ces bâtiments-là. Et qu'est-ce qui va nous permettre d'expliquer qu'il n'y a rien qui touche le sol, ou pratiquement? C'est le phénomène de poussiérisation. Et donc je vais vous montrer ça en vidéo. C'est intéressant de revoir un peu ce qui s'est passé ce jour-là. Donc je vais vous montrer quelques vidéos. Hop. Donc normalement, c'est à l'écran. Donc je mets une petite pause. Le timing, comme vous avez vu, impact dans la tour nord. Donc le premier avion, entre guillemets, a frappé la tour. L'avion pour la tour 2 va arriver. C'est en accéléré. Donc c'est pour ça que vous voyez quand même beaucoup de poussière qui s'échappe de la tour, c'est en accéléré. Donc je viens de vous dire le mot, c'est de la poussière. Ce n'est pas de la fumée. C'est de la poussière grise. La fumée, on le verra tout à l'heure quand l'avion, entre guillemets, je ne vais pas dire si vous avez compris, ne m'en voulez pas si je dis avion, hein, quand l'avion va arriver et qu'il y aura l'explosion, vous allez voir la couleur à observer, elle va être noire. Et en fait, ce jour-là, il y a deux types de couleurs à observer. Une couleur noire qui est liée aux impacts et ensuite une couleur grise-blanche qui est liée au phénomène de poussiérisation. Voilà, donc je remets la vidéo. Regardez la hauteur, surtout ici, là on voit mieux quand là ici il y a un peu l'effet du soleil, de l'ombre qui fait qu'on dirait que c'est noir, mais pas du tout. Regardez la couleur, c'est gris. Voilà. Et donc là, le deuxième avion frappe la tour sud, qui s'effondrera à la première. On va la voir s'effondrer, je vais vous montrer la vidéo jusqu'au bout. C'est des images que vous connaissez, mais regardez la différence de couleur ici. On voit que c'est beaucoup plus noir, on voit des flammes. On voit presque pas de flammes, on nous a dit que c'est un brasier, tout ça. Il y a, franchement, vous allez voir lors de cette présentation, même si j'en parle très peu puisque c'est plutôt dans ma conférence que j'aborde ce sujet-là, il y a très, très peu de flammes, très peu d'incendies en réalité. Là, regardez, avec l'explosion, on voit vraiment le panache de couleurs avec c'est noir. Et donc là, ça va reaccélérer. Et dites-vous que ce que vous voyez là, c'est de la poussière. Les tours sont en train de se désintégrer. Ce n'est pas de la fumée. Et ce qui est intéressant, c'est la chute. De toute façon, c'est toujours la chute qui est intéressante, comme souvent. Je vous laisse parce que la vidéo est. Ça fait du bien quand même de se remémorer. Enfin, ça fait du bien, non, c'est horrible. Mais ça fait du bien de revoir ces images parce que souvent on a tendance à revoir les mêmes et on oublie vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. Imaginez la quantité de poussière qui s'en va. Il n'y a plus rien au sol parce que tout est en train de partir là, vous voyez. Alors pas que maintenant, mais avant déjà la chute, elle se consume, pardon. Et alors j'en profite, ici, vous voyez le petit bâtiment 7, 47 étages, il est ici, celui qui va tomber tout seul. Il attend peut-être son avion d'ailleurs, hein, je pense qu'il y en a dans le chat qui doit se dire, mais il n'y a pas d'avion qui vient le frapper là, parce qu'il s'ennuie un petit peu. C'était peut-être prévu, hein, on le saura peut-être un jour. Et donc là, vous voyez, donc là c'était accéléré, là ça redevient, c'est au ralenti, et regardez, ça chute. Donc la tour sud, dernière frappée, première à tomber, il est 9h59. Je vous invite à regarder le comportement de la poussière. Regardez ce que fait la poussière. Regardez les nages de poussière que ça fait. On dirait un volcan. Ça fait comme un volcan explosif. Des panaches de poussière de volcan explosif. Ou ça peut vous rappeler la propulsion de fusée. Il faut imaginer toute l'énergie pour que la poussière puisse faire ça. Et regarde ce qui est intéressant, c'est regarder la poussière, ce qu'elle fait. Elle part très très haut. C'est-à-dire que la poussière qui a chuté en bas, elle remonte très très haut. Normalement, la poussière ne remonte pas aussi haut. Et là, elle remonte dans le ciel. Le nuage va rester dans le ciel pendant des mois et des mois. Ce qui est intéressant aussi, là on le voit très mal, mais on verra sur d'autres vidéos et photos. En fait, là, ce qu'on ne voit pas parce qu'on est dans cet angle-là, mais en fait, tout ce que vous voyez ici, c'est aussitôt que la tour sud qui est tombée, vous avez la tour nord qui se met à son tour à se désintégrer sur tout le long. Et on ne le voit pas ici parce que ça se passe derrière. Vous avez le bâtiment 7, il lui arrive la même chose. À partir du moment où la tour sud est tombée, vous avez une accélération du phénomène de poussiérisation pour le bâtiment 7 et la tour nord. Regardez, ça sort pas que là. On croit que ça sort que là avec les images qu'on nous a montrées. En fait, ça sort tout le long. Tout le long, vous avez de la poussière, de la poussière. Ça se désintègre. Voilà, je vais arrêter ici. De toute façon, c'était presque fini. Hop, je ferme et je reviens avec vous. Voilà.
Enfin, non, j'ai d'autres vidéos d'ailleurs, j'ai remis la présentation, mais en fait, donc le plus important, c'est de voir qu'ils partent en poussière avant et pendant leur chute. Et donc on va zoomer sur la tour nord maintenant. Donc ça, vous allez reconnaître que, encore une fois, ce ne sont pas mes travaux, vous allez reconnaître Judy Wood en conférence. Je vais le remettre parce que je parle et il faut vraiment se concentrer sur ça. Regardez, la tour nord vient de tomber. Il y a encore, on a l'impression qu'il y a quelque chose de solide là, ça se sent que c'est solide. Regardez le bâtiment 7, vous vous rappelez, il fait 180 mètres. Il est encore debout. Regardez la pointe, elle est au-dessus du bâtiment 7. Donc on est à 180 mètres là. On est à 180 mètres de hauteur et on a encore quelque chose de solide devant nos yeux. Regardez ce qui se passe devant nos yeux. Fixez bien. Voilà. Voilà, donc comme je l'ai dit, ce ne sont pas mes travaux. Ce sont ceux de Judy Wood. Je n'invente rien. Conférence de 2012. Elle a fait une conférence là-dessus. Regardez le phénomène de poussière. Je vais vous le remettre. Regardez cet élément-là, ici. Vous allez le voir, vous avez l'impression qu'il y a une grosse sorte de poutre métallique qui est en train de tomber. Et si vous suivez, il y a un panache de poussière qui la suit. Elle ne touchera jamais le sol. Elle va se désintégrer sous vos yeux. Et c'est ça pour pratiquement tout le site, ce qui explique pourquoi on n'a rien trouvé en bas. Regardez, hop, si on regarde. C'est magique, hein. Effectivement, ça peut être troublant, je pense, pour ceux qui découvrent l'image. Moi, ça m'impressionne toujours autant, alors que je peux vous dire que bah, je les ai vus plein de fois. Mais je pense pour ceux qui n'ont jamais fait attention à ça, c'est en train de se désintégrer sous nos yeux. Quelque chose de solide devient la poussière sous nos yeux. On parle de métaux, là, on parle de béton, de métaux, on parle d'aluminium, on parle de tout ça. Tout se transforme sous nos yeux en poussière. Imaginez l'énergie qu'il faut. Ici, bah, c'est une photo qui est extraite de ma présentation. Vous voyez que je vais piquer. Et donc, bah, vous voyez ici, on a l'impression que c'est plutôt solide. Donc là, on est presque on est au-dessus, ouais, on a presque 180 mètres. On a l'impression que normalement, si la poussière s'en va, on devrait observer ce pic-là. Sauf que vous avez vu tout à l'heure les débris. On n'a pas ça. Il n'y a absolument rien. Et regardez, entre ici et ici, ça commence à partir en poussière. Et là, vous avez la poussière aussi. Et là, on le voit bien. Solide, solide. Oups, poussière, poussière, poussière. Et il ne faut pas penser que ça tombe et donc ça disparaît sous nos yeux, parce qu'il y en a qui ont, entre guillemets, pas débunké, mais qui ont dit que ce n'était pas un phénomène de poussiérisation, que c'était juste qu'il y avait de la poussière sur une structure, et que comme la structure tombait vers le bas, et ben, la poussière, elle restait en suspension, mais que la structure solide, elle s'est faite détruite tout en haut. Non, c'est un phénomène de poussiérisation en plein air. En plein air, on va le voir tout à l'heure avec la modélisation, voir que les tours sont grignotées et ça démarre de la hauteur, ça ne démarre pas en profondeur. Donc ceux qui cherchent encore des bombes dans le sous-sol, termites, etc., il faut re-regarder ces images, vous allez voir, c'est attaqué par le haut. Donc, voilà, elle parle dans qu'elle vous dit. Là, elle explique que ça disparaît comme une banane. Le geste qu'elle fait, elle explique que c'est comme si une banane s'ouvrait. Et je voulais juste vous montrer un peu, je crois qu'un peu plus loin, on voit, ouais, ici, elle va remettre le découpage. Voilà, une nouvelle façon de voir. Regardez les clichés. C'est solide, on est à 180 mètres. Regardez, hop, ça disparaît. Ça tombe aussi, mais ça disparaît sous nos yeux. C'est consommé sous nos yeux. Voilà. Et il y a aussi le WT7 qui est concerné, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, je vais aller, attendez, hop, je vais avancer jusqu'à 1,10. Voilà. Alors là, il y a une petite erreur de la personne qui a repris cette vidéo-là, parce qu'elle dit que en fait, le WT7 commence à partir en poussière dès que le bâtiment 1 tombe, mais c'est faux, c'est dès que le bâtiment 2 tombe qu'il y a déjà ce phénomène de poussiérisation. C'est juste qu'il va être accéléré avec la chute du bâtiment 2 et du bâtiment 1, vous allez le voir. Donc là, pour l'instant, le bâtiment 7, il est devant. Donc là, c'est la tour nord qui tombe. Une fois, regardez, c'est bien de revoir ces images, vous avez vu, je vous le remets, mais regardez comment ça tombe. Maintenant que vous avez compris que ça part en poussière en plein air. Regardez, si vous suivez un élément, il va disparaître sous vos yeux. Il part en poussière et il ne touchera jamais le sol. C'est important, ça, parce que vous allez voir derrière. Donc là, vous avez un zoom pour vous remontrer la. Alors, c'est pas la flèche de Notre-Dame, désolé. Enfin, désolé. Voilà, c'est vrai qu'il y en a peut-être qui vont dire: «Oh tiens, ça rappelle un peu Notre-Dame».
Et regardez, c'est ça disparaît à 150 mètres d'altitude. Ça se produit, ce phénomène-là. Et donc là, pendant quelques minutes, on va voir le bâtiment 7 qui lui arrive. Regardez, donc là, il ne reste plus que le bâtiment 7. Donc là, c'est accéléré. Les 2 tours jumelles sont tombées. Regardez ce qui se passe. Et là, on nous a dit, je vous invite maintenant, vous avez compris que c'est de la poussière et que ça c'est de la poussière, c'est pas de la fumée. Là, on nous a dit, il y a un brasier, il fait tellement chaud, il y a plein de fumée, etc. Non, c'est de la poussière, en fait. Et vous pouvez retrouver les témoignages. Les gens n'ont pas été brûlés. Les gens n'ont pas parlé de chaleur extrême. En tout cas, ils n'ont pas été brûlés. Et par contre, ils sont recouverts de poussière. Il y en a qui, je ne sais pas si vous avez vu des images où il y en a des gens qui essaient de parler, ils crachent de la poussière. Et je vous invite aussi à vous poser la question, comment ça se fait qu'il y ait autant de cancers des poumons à cause de, quand vous savez que c'est de la poussière que ces gens-là ont inhalé, et de la poussière d'une taille micrométrique, voire nanométrique, dans les poumons. Imaginez ce que les gens ont. C'est pour ça qu'il y a énormément de morts en septembre, maintenant encore. Regardez ce qu'ils ont dû avaler, malheureusement. Et donc, regardez la fumée. Ça n'en est pas. C'est de la poussière. Et le bâtiment 7, en fait, là, on ne le voit pas encore très très bien. Mais tout ça, là, il y a bien sûr de la poussière qui sort des débris, parce qu'il y a quand même quelques débris qui ont frappé le sol, mais ils vont continuer de se désintégrer. Il faut imaginer que la musique continue, le processus. Et par contre, vous avez aussi le bâtiment 7, là, qui vraiment perd beaucoup, beaucoup, à son tour se désintègre. Mais vous imaginez bien qu'il se désintègre, puisque vous avez vu la signature du séisme, 0,6. Et là, j'invite tous ceux qui ont travaillé sur la démolition contrôlée conventionnelle à expliquer comment ils ont pu imaginer qu'un bâtiment de 47 étages n'ait plus provoqué qu'un séisme de 0,6. Ça aurait dû direct, ils auraient dû dire, il y a un problème. Il y a un problème. Donc là, c'est plein d'angles de vue. Vous allez voir, regardez, ça sort du bâtiment 7. Alors désolé, c'est un hélicoptère qui filme, hein. Donc ça bouge un peu, mais à un moment, ça va se stabiliser. Et on va voir, regardez, ça sort du bâtiment 7. Là, ici, ouais, tout ça, là, ça sort comme ça. C'est le bâtiment 7 qui se désintègre. On est vers 1h, 2h de l'après-midi, hein, donc il va tomber à 17h. Regardez, il est là, le bâtiment 7. Vous le reconnaissez, il est un peu rouge brique. Regardez, là, ça sort comme ça, d'un seul côté. La poussière sort d'une manière dirigée, hein. Je lâche un petit mot, hein, pour ceux qui ont peut-être enfin compris ce qui s'est passé ce jour-là. On a une poussière qui sort que sur une seule façade, comme les tours jumelles d'ailleurs, et qui semble comme dirigée. Forcément, quand vous avez ça pendant des heures, vous imaginez bien que si c'est des matériaux qui se désintègrent, vous pouvez après faire tomber un immeuble et qu'il vous fasse qu'un séisme de 0,6, puisqu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Il est vide. C'était du papier, il n'y avait plus rien. Je laisse pas mal pour voir vraiment l'ampleur du phénomène, parce que c'est des vidéos qui sont difficiles à trouver. Parce que je pense que déjà, c'est des vidéos difficiles à trouver, et bien sûr, ce n'est pas des vidéos qui circulent à chaque anniversaire. Je ne pense pas qu'on vous montre ça régulièrement. Si on enlève de toute façon toutes les vidéos avec les avions, il ne reste plus grand-chose qu'on nous montre, hein. Et pourtant, il y a tellement de documents disponibles. On a de la chance d'avoir un événement avec énormément de billes. C'est juste qu'on a tendance à avoir oublié que tout ça, ça existe. Bon là, bon, pauvres pompiers qui sont en train d'arroser de la poussière. Je suis triste. C'est triste, mais ils arrosent de la part là. Ils n'arriveront jamais à éteindre les feux, puisque ça, c'est pas des feux. Et ça, je l'explique. Judy Wood aussi l'explique dans ses conférences et dans son livre. Voilà, je vais avancer un petit peu. C'est toujours pareil, c'est la même chose. Là, c'est un autre angle, mais regardez la violence. Regardez comment ça sort. On a l'impression de voir vraiment les. Bon, là, ça va un peu vite, mais on voit vraiment on voit vraiment comme des faisceaux qui sortent, faisceaux de poussière, quoi. C'est très, très violent comment ça sort. Donc voilà 3 vidéos pour vous montrer qu'il y a énormément. Hop, je repasse en partage. Énormément de poussière. Qui explique justement que quand les bâtiments sont tombés, il y a plus rien dedans. Alors ça passe, on se dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'ai jamais vu ça de ma vie». Mais c'est pas parce qu'on n'a jamais vu ça qu'il faut l'écarter, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Là, quelques clichés des images arrêtées. Bon, je vais passer assez vite puisque vous les avez vues en vidéo. Mais là, vous avez une image qui que, le no dust, c'est pas des poussières, hein, là, on n'a pas de poussière, c'est vraiment quelque chose qui paraît solide, hein, à 180 mètres de hauteur,
Et ici, vous avez de la poussière. Et ici, regardez, on a l'impression qu'il y a eu une fusée qui vient de décoller. Vous avez, regardez les panaches de poussière. Ça, c'est bourré d'énergie cinétique. C'est-à-dire que cette poussière-là, elle a envie de se barrer partout, tellement qu'elle a d'énergie. Mais d'où vient cette énergie? D'où vient cette énergie? Ce n'est pas la chute de ce bâtiment-là classique qui peut amener cette énergie-là. Et là, bon, bah voilà, certains Photoshop, hein, quand on ne veut pas y croire, mais vous avez sur ce cliché-là une photo d'un même élément pris à gauche un peu assez haut. Hein, vous voyez, on voit la tour de laquelle une des tours de laquelle il tombe, donc ça doit être la tour nord. Oui, peut-être. Non, non, pardon, il y a la deuxième côté. Donc c'est la tour sud qui s'effondre. Donc là, vous avez un débris de la tour sud qui est ici, et c'est le même débris un peu plus tard, un peu plus bas. Comment on le sait qu'il est un peu plus bas? Bah, parce qu'on commence à voir un nouveau bâtiment. Mais c'est bien le même cliché au même endroit. Et qu'est-ce qu'on observe? Regardez, on a une disparition de matériaux pendant la chute. Ça se désintègre. Donc ça ne va pas toucher le sol, ou pratiquement pas. Et même s'il y a un résidu, et ben pendant les plusieurs heures, ça va se désintégrer. Et il n'y aura plus rien. Un phénomène qui aurait pu mettre la puce à l'oreille et qui a mis la puce à l'oreille à plein de monde, c'est de se dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé à la tour sud, que tout le monde n'a pas forcément vu. C'est qu'en fait, avant de tomber, elle a basculé. Regardez ici, c'est droit, et regardez ici, si je tire un trait, le top, le haut de la partie haute de la tour sud, et ensuite tombe. Donc, c'est hallucinant de se dire que le bâtiment a pu tomber de manière symétrique, puisque le départ n'était pas symétrique. Les forces s'exercer n'étaient pas les mêmes. Donc, on aurait dû s'attendre à ce que ce haut de tour tombe peut-être sur la surface basse, sur la partie basse, mais après tombe sur le côté, dans la rue, par exemple, ou que la chute s'arrête même, puisqu'il n'y avait pas de raison que ça continue. Ben si, ça a continué, comme tout le monde l'a vu. Et chose extraordinaire, si vous regardez la partie haute, regardez, elle va disparaître sur le cliché qui est ici, on voit qu'elle s'est faite grignoter, alors que la partie basse n'a toujours pas bougé. Vous avez un phénomène qui grignote d'abord la partie haute, et ensuite qui va grignoter le reste de la partie basse. Mais il y a un problème, puisque si toute la partie haute a été mangée, comme ici on le voit, comment est-ce possible que le reste tombe? C'est impossible. C'est des lois de la physique, c'est Newton, principe d'action-réaction. S'il n'y a plus rien au-dessus pour faire un mouvement de piston appuyé, ben la tour, elle ne peut pas tomber. Ça aurait dû s'arrêter, en fait. Là, quand on voit ça, on devrait se dire, bon, bah, enfin, tous les spécialistes l'ont dit, hein, la tour n'aurait jamais dû tomber sur le mètre de manière symétrique et aller jusqu'au bout. Ça aurait dû s'arrêter. Mais là, encore plus, quand on voit que la partie nord, la partie haute, a complètement disparu. On va le voir en modélisation, ce qui se passe. Vous avez la modélisation du rapport officiel qui a été faite par le NIST, qui est le National Institute for Standard and Technology, qui a été donc chargé de rédiger le rapport officiel, donc qui a proposé comme modèle un écroulement par étage, étage par étage, et ils ont appelé ça le modèle pancakes, en anglais, les crêpes. C'est-à-dire que chaque étage tombe, l'étage N tombe sur l'étage N-1, etc. Et puis ça, à la fin, ça doit faire boom. Le thud en anglais, c'est une onomatopée pour dire ça doit faire un gros boom. Et surtout, on doit avoir du bruit. Bon, vous êtes d'accord que tout le monde allait oublier ça, mais nous, on sait que c'est pas possible. On l'a vu tout à l'heure. Il n'y a pas eu de boom et il n'y a pas de débris. Donc, on sait très bien que c'est pas ça qu'on voit. Et qu'est-ce qu'on voit? La réalité, même si elle nous paraît incroyable, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez un impact ici, vous avez beaucoup de poussière qui sort, vous avez la partie haute qui va commencer à se faire manger, qui va totalement manger avec beaucoup de poussière, poussière, poussière. Et normalement, ça aurait dû s'arrêter là. Eh ben non. Ça... Et donc la question, c'est en fait, qu'est-ce qui pousse? Parce qu'il y a de moins en moins de poids en haut. Qu'est-ce qui pousse vers le bas la tour? Qu'est-ce qui la pousse vers le sol? Quelle est l'énergie qui lui permet de descendre alors plus d'étages au-dessus d'elle? Et donc, bah, la réalité, vous le savez très bien, c'est que ça, c'est parti en poussière. Maintenant, vous avez vu là avec les nananas. Et à la fin, comme dit Judy Wood, elle dit que ça fait pas boum, ça fait pouf. Ça fait pouf. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est tombé. Il n'y a pas eu de bruit sourd, etc. Elle appelle ça pouf. Un autre indice qui va témoigner de la poussiérisation, ce sont les fameuses projections
éjection qu'on appelle en anglais squibs. Ça, c'est très à la mode, effectivement, c'est dans certaines vidéos documentaires, on nous dit qu'il y a des bombes des bâtiments, puisqu'en fait, on voit au moment de la chute que quelques étages en dessous, il y a des explosions, hein, on a des choses qui sortent comme ça. On nous a dit, bah oui, c'est parce que c'est des bombes qui ont été installées, donc on détruit la structure pour qu'elle puisse s'écrouler. Bah, vous avez déjà vu que ça colle pas vraiment avec ce que je vous ai dit sur le fait que les tours sont grignotées, enfin sont transformées en poussière par le haut, pas par le bas, pas par le bas. Et il y a un autre problème, c'est que la tour nord, si on chronomètre sa chute, elle est tombée à peu près en 8 secondes. Ce n'est pas d'ailleurs, vous allez comprendre, c'est pas de la chute libre, puisque la chute libre, ça serait quelque chose de solide qui se passerait. Mais là, elle n'est même pas tombée en chute libre, elle est tombée en un équivalent de chute libre. Donc en fait, en seulement 8 secondes, vous avez fait 415 mètres, elle fait 415 mètres, en seulement 8 secondes. Cela équivaut en puissance de vent à un ouragan de catégorie 5. Il faut vous imaginer que si vous vous trouviez à ce moment-là dans la tour qui est en train de tomber, c'est comme si vous veniez des forces de vent d'un ouragan 5, donc vous avez dépassé le Mach à une certaine hauteur du bâtiment, vous êtes dépassé un Mach, vous êtes même à 1,4. Et donc en fait, ce qu'on va voir si vraiment les tours étaient pleines, que c'était de la démolition contrôlée conventionnelle avec tout le matériel qui est à l'intérieur, et avec donc les bombes qui peuvent faire ça, on aurait dû avoir des tours qui se transforment en mitrailleuses. Imaginez le piston, la vitesse des vents, et avec le mobilier qui est à l'intérieur, les tables, les chaises, le verre, n'oubliez pas que le bâtiment, il était encore avec toutes ses vitres, hein, ils n'ont pas eu le temps d'enlever les vitres comme on fait quand on détruit un bâtiment. Donc imaginez les projections qu'il aurait dû avoir. On aurait dû avoir mais des gens blessés à des centaines de mètres, recevoir des objets mortels. On aurait pu avoir des gens qui courent dans la rue et qui se font transpercer par une table, une chaise, vu la violence qu'il pouvait y avoir. On ne voit rien de tout ça. Et imaginez en fait, la longueur des éjections qu'on aurait dû voir. Ça, c'est ridicule, c'est rien du tout. On aurait dû avoir quelque chose de bien plus important, un souffle. On a vraiment un piston, des vents très très forts Ça, ce n'est rien. Ça s'explique autrement, mais ça ne s'explique pas par l'emploi des bombes. En tout cas, ça n'a pas été observé si c'était des bombes. Et il y a d'autres arguments, bien sûr, qui vont faire tomber les bombes. On va y arriver. D'ailleurs, on a quelques-uns. Des bombes dans les étages, je pose la question. Alors attention, quand je parle des bombes dans les étages, je vais me focaliser uniquement sur les bombes qui auraient permis de détruire les bâtiments et d'expliquer ce que l'on voit. Je ne vais pas parler des bombes éventuellement placées à certains endroits pour entretenir le narratif des explosifs, puisque on a tous justement dans le documentaire de Massimo Masuko, ils expliquent qu'il y a des témoignages de gens qui racontent qu'ils ont entendu des bombes, enfin en tout cas des explosions avant l'impact du premier avion. Il y a des gens qui expliquent que dans le lobby, ça a explosé aussi. Voilà. Mais ce n'est pas ces bombes-là qui vont nous intéresser parce que ce n'est pas ces bombes-là qui permettent d'expliquer ce qu'on voit. Ce n'est pas ces bombes-là qui permettent de détruire les tours. Donc moi, je m'intéresse vraiment aux bombes qui auraient été placées à tous les étages, enfin à plein d'étages, pour pouvoir faire écrouler la structure et expliquer ce qu'on voit. Et ce n'est pas le cas. Et il y a un souci si on a des bombes dans les étages. C'est encore une fois, où sont les débris de grande taille? Puisque cette photo-là, ce n'est pas une photo du World Trade Center, hein, je pense que vous avez reconnu, ce n'est pas du tout une Manhattan. C'est une photo prise d'un bâtiment démoli de manière contrôlée, voilà, classiquement, avec des bombes. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe des gros morceaux de pierre, de béton, en fait. C'est-à-dire que les bombes ne pulvérisent pas les matériaux. On aurait dû observer par terre énormément de blocs comme ça. Il n'y a rien. Il y a aussi la problématique des chiens renifleurs. Il y en avait dans les tours jumelles et ils n'ont rien détecté avant le 11 septembre 2001. Et là, j'entends dire, parce que voilà, comme je vous dis, j'ai bien travaillé ce sujet-là, donc j'ai regardé énormément de documentaires dans tous les sens. Et il y en a qui vont me dire: ah oui, mais attends, les chiens, ils ont été retirés. Le week-end précédent, effectivement, il y a une grosse coupure de courant. Enfin, ça a été la totale pour ceux qui connaissent un peu vraiment le sujet du 11 septembre. Le mardi 11 septembre, c'est les attentats, mais alors le samedi et dimanche, c'est la fête à Manhattan. Il y a des coupures de courant. Apparemment, il y a plein de choses qui se passent. Et ils ont retiré les chiens. Et donc, il y a des gens qui ont dit: bah voilà, ils ont retiré les chiens et mis les bombes. D'accord, ok. Combien de temps cela prend de piéger 110 étages x 2, plus le bâtiment 7, 47 étages, plus les autres bâtiments, puisqu'ils sont tombés, ils seraient tombés avec des bombes, les autres. Ils ne tombent pas parce que les tours tombent, hein, ils n'ont pas été détruits à cause des bombes. Ils ont été détruits de la même façon. Combien de temps ça prend? Vous pensez qu'en un week-end c'est fait? Je ne pense pas. Je pense que n'importe quel spécialiste vous dira qu'il faut des semaines pour piéger un bâtiment de cette façon-là. Donc finalement, la plus sérieuse, vous allez rigoler, mais malheureusement, c'est la plus sérieuse, c'est de se dire que finalement, les bombes ont été installées dès le début, dès la construction en 1968.
Et il faudrait faire l'hypothèse qu'aucun événement de type incendie ne se déclencherait dans les tours, puisque sinon, l'énergie dégagée par ces incendies pourrait faire déclencher le dispositif et on aurait toutes les bombes qui explosent. Donc ça ne tient pas vraiment la route. Pareil, s'il y avait des bombes qui étaient installées dans les tours, les feux de kérosène, désolé, je mets des guillemets, apportent l'énergie nécessaire pour déclencher la quasi-totalité des types d'explosifs, sauf le C4. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en explosifs, le C4, c'est pas possible qu'il y en avait puisque ça colle pas du tout aux images. Le C4, c'est très très violent comme explosif, donc ça fait énormément de dégâts, on l'aurait vu, on aurait vu ça. Et vous avez le cas du WTC7. Ah, lui, il est drôle. Parce qu'il revient tous les ans, on aime bien nous le rappeler, on aime bien en parler à chaque fois. Je vous retrace un peu sa chronologie parce que tout le monde n'a pas en tête, pour vous rendre compte que ça va être compliqué, la démolition construite conventionnelle. Le début de l'incendie, de manière officielle, il est déclaré à 10h30. On nous annonce que l'annonce de sa démolition est faite à midi. D'accord. Vous avez Larry Silverstein, la vidéo est assez connue, qui raconte qu'il a le responsable des pompiers au téléphone, qui lui explique que le bâtiment il est trop endommagé à cause de l'incendie, il va falloir le détruire. Et donc, il prévient Larry Silverstein qu'ils vont le détruire. Ce n'est pas Larry Silverstein qui dit OK, faites-le tomber. Il donne, entre guillemets, il dit OK, allez-y, pour la sécurité, allez-y. Donc, à midi, la décision est prise de sa démolition. Donc, vous dites, il y a un incendie dans un bâtiment, les gars, ils vont aller piéger un bâtiment pour le faire démolir, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi cette vidéo? C'est quoi ce témoignage? Ça colle pas. Et donc, le bâtiment est totalement évacué à 14h30. D'accord? Le bâtiment tombe à 17h04. En moins de 3 heures, vous avez des gens qui seraient venus rentrer dans le bâtiment et qui auraient piégé 47 étages? Vraiment? Donc là, j'entends aussi des gens dire: «Oui, OK, les explosifs ont été mis avant. Ils n'ont pas été mis, le jour même, les gars, ils n'ont pas pu faire ça, on le sait. Ils les ont mis avant». OK, ils les ont mis avant. La même question, combien de temps ça prend de piéger 47 étages? Et comment s'assurer que l'incendie qui a démarré dans le bâtiment n'affecterait pas le système de déclenchement des explosifs? C'est quand même osé, hein? Vous imaginez les gars, ils disent: «Bon, j'ai mis une petite bombe là et puis, bon, t'inquiète pas, l'incendie, on l'a fait partir par ici, ça touchera pas la bombe». Enfin, vous vous rendez compte de la bref, c'est attention, cet argument seul ne permet pas effectivement, de faire tomber la démolition contre-conventionnelle, on est d'accord. Mais j'espère bien qu'avec déjà ce que je vous ai montré avant, que ça s'inscrit dans un raisonnement qui montre que c'est impossible d'avoir une démolition contre-conventionnelle de ces bâtiments. Il y a quelque chose d'autre qui va permettre d'écarter les bombes, c'est la projection des débris et leur vitesse. Ici, ce qui a été fait, c'est qu'on a récupéré jusqu'à où on a récupéré des débris, du site. Voilà. On sait qu'à certaines distances, donc FT c'est feet, hein, en anglais, on a récupéré par exemple les débris du bâtiment 7, on sait qu'on les a récupérés à 150 feet, 150 feet, donc il faut multiplier, je ne sais plus par combien, mais voilà, ça fait quelques centaines de mètres. Et grâce à cette projection, on a pu remonter à la vitesse d'éjection des débris. Et donc MPH, c'est miles per hour, donc il faut multiplier par 1.6, 1.7 pour avoir en kilomètres/heure. Ces vitesses-là ne correspondent pas du tout à des explosifs, des vitesses d'éjection dues à des explosifs. C'est ridicule. C'est rien du tout. Ça ne colle pas. Ça ne correspond pas au souffle dû à des explosifs. Et qu'est-ce qui va le montrer encore plus? C'est les dégâts sur les bâtiments à proximité. C'est-à-dire que je vous dis: «Ouais, ça n'a rien fait, la vitesse n'était pas terrible». Vous allez dire: «Bah vas-y, on veut voir les dégâts, peut-être qu'il y a quand même eu des dégâts». Eh ben, on va aller regarder les dégâts. Les sont très parsemés. Nous allons regarder les dégâts sur plusieurs bâtiments. Il faut savoir, donc, vous vous rappelez, World Trade Center, cet bâtiment, il est entouré du World Financial Center. Il y a des bâtiments qui s'appellent World Financial Center, WFC, et je vous invite à regarder le 2, il est ici. Il fait 44 étages. Vous avez ici la tour nord. On l'a vu tout à l'heure. Vous vous rappelez l'angle, on avait une photo dans l'autre sens. Vous avez la tour nord, il ne reste plus rien. On voit juste le tour du lobby, hein, là, voilà, avec quelques colonnes ici. Vous avez le WT6 avec son gros trou au milieu. Et donc le bâtiment WFC ici, c'est celui-là qu'on voit là. Et quels sont les dégâts à l'intérieur? Alors qu'on se dit, bah, il pourrait quand même avoir de gros dégâts parce que celui-là, il a pris cher, celui-là, il a pris cher. On s'attend à ce que celui-là, il est quand même souffert, hein. Il est beaucoup plus bas en plus que les tours jumelles, hein. On s'attend surtout à ce qu'il y ait des débris sur les toits, puisque les tours jumelles font 415 mètres et eux, ils sont beaucoup plus petits. On s'attend à ce que s'il y a des projections dues à des explosifs, on s'attend à ce qu'il y ait plein de débris sur les toits. Pas de débris sur les toits, il n'y a rien, c'est de la poussière déjà, il n'y a rien. Et donc là, vous voyez,
Ce sont juste des vitres qui ont été soufflées. Si vous allez à l'intérieur, c'est intact. Il y a des salles de sport qui sont restées intactes, c'est juste des vitres qui ont été soufflées. Ce n'est pas exceptionnel. Vous avez le World Financial 3, 54 étages. Lui, il est intact à partir du 18e étage. Il a quelques vitres soufflées, effectivement. Il est parsemé, mais vous voyez, il faut imaginer que la tour jumelle, il était à côté d'une tour jumelle. Elles sont très très hautes. Vu les dégâts causés par des bombes, on aurait dû se trouver énormément de débris sur le toit. Ce n'est pas le cas. Le Banker Strut, 41 étages, lui, il était très proche du WTC4 et il était à côté de la tour sud. Mais lui, il est juste éventré sur quelques étages ici. Vous voyez? Donc, c'est des dégâts très, très ponctuels, très parsemés. C'est du travail millimétré, quoi. On a vraiment... On peut utiliser le mot contrôlé justement pour se dire que c'est vraiment que le World Trade Center qui était visé. Les autres bâtiments autour, ça va, quoi. Ils se portent plutôt bien. Ils ont pu regarder le spectacle, on va dire. Et puis, bien sûr, notre fameux bâtiment 7, regardez où il était situé. Il était séparé juste d'une petite rue avec un bâtiment, avec un bureau de poste. Vous voyez? Et bien, regardez le avant-après. Bah, de toute façon, vous vous rappelez très bien des nombreuses vidéos qui circulent sur, ce bâtiment-là quand il tombe. Il tombe d'une manière parfaite, symétrique. Bah, tellement symétrique, regardez, il est ici, donc regardez 1, 3, 4, ça équivaut à peu près à 3-4 étages du post-office, les débris du bâtiment 7. Et regardez le post-office, il n'a absolument aucun dégât. Si le lendemain, vous vouliez aller déposer votre courrier, vous pouviez y aller. On oublie, on ne se rend pas compte qu'il y a un bâtiment de 47 étages qui vient de s'écrouler là. Normalement, avec tous les débris qu'il y a, on aurait dû avoir, ça aurait dû aller très très loin. Enfin, il y aurait dû avoir des dégâts, des projections, encore une fois, parce que le bâtiment, regardez, il est beaucoup plus loin, 186 mètres. Hein. Le bureau de poste ne fait pas 186 mètres. Il n'y a rien sur le toit. Et on est le 13 septembre 2001. Encore une fois, très important la date pour montrer qu'il n'y a pas eu de déblayage entre-temps. C'est impossible. Et un autre fait qui montre que c'est compliqué de guider la démolition contrôlée conventionnelle, c'est les survivants. Et oui, on n'entend pas beaucoup parler de ces fameux survivants qui étaient dans la tour. Il y a des groupes de survivants qui ont ici survécu, des gens qui ont survécu ici. Il y a 17 personnes qui ont survécu ici. Vous avez des gens qui ont survécu à la chute de bâtiments de plusieurs dizaines d'étages. Et ils ont chuté du 13e et du 22e étage. Vous avez des gens qui sont encore en vie, qui vous racontent leur récit, ils vous expliquent qu'ils étaient au 13e, au 22e étage. Expliquez-moi, si vous avez un bâtiment qui s'écroule en démolition contrôlée conventionnelle, vous avez tous les étages qui vont vous tomber dessus, expliquez-moi comment c'est que vous n'êtes pas réduit juste en bouillie. Ils n'ont absolument rien eu. Ils ont eu de la poussière qui leur est tombée dessus. Et les témoignages sont formels. Ils rappellent bien qu'ils ont eu de la poussière sur eux. Ils ne voyaient plus rien. Et vous avez le témoignage ici d'un soldat du feu, hein, voilà, un pompier, on va dire, firefighter. Son témoignage en anglais, il dit, j'ai regardé et dit, hé les gars, il y avait au-dessus de nous 106 étages. Donc il faut imaginer qu'il est au 4e étage, hein, donc il y a 100 étages au-dessus de lui. Et il dit, maintenant, je vois la lumière du soleil. Il faut imaginer que ces gens-là, ils se sont retrouvés dans un bâtiment qui s'écroule. Ils ont cru qu'ils allaient... Et d'un seul coup, donc ils étaient dans le noir, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. La poussière s'est dispersée et ils ont vu la lumière du soleil. Imaginez l'état, ces gens-là se sont retrouvés. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Où est le bâtiment? Et donc, il dit, il n'y a plus rien au-dessus de nous. Le gros bâtiment n'existe plus. C'était les bâtiments qui abritaient les bureaux les plus grands dans le monde. Il n'y a une seule table, une seule chaise, un seul téléphone. Il n'y a plus rien. Et en fait, la poussiérisation, le phénomène de poussiérisation explique les faits présentés précédemment. C'est-à-dire que grâce à la poussiérisation, on comprend pourquoi il y a une absence de débris et de fournitures de bureaux au sol. On comprend l'absence d'impact sismique. On comprend pourquoi il y a peu de dégâts sur les bâtiments à proximité du World Trade Center, que c'est de la poussière qui s'enfuit. Et pourquoi vous pouvez avoir des survivants dans les étages si c'est de la poussière qui vous tombe dessus. Et enfin, pour terminer, sur les quelques points de faits observés qui viennent un peu bousculer la démolition contrôlée conventionnelle, on l'a déjà vu tout à l'heure, j'avais une vidéo mais je ne vais pas la remettre parce qu'on l'a vu assez, c'est de voir que le nuage de poussière monte plus haut que la hauteur des tours. Et ça, vous allez le voir tout à l'heure, Tina va lancer une vidéo, vous allez pouvoir comparer une démolition contrôlée conventionnelle avec ce qui s'est passé pour la tour 7. Et vous allez voir que le nuage de poussière pour la démolition contrôlée conventionnelle ne monte jamais au-dessus de l'étage le plus haut, enfin de l'étage le plus haut du bâtiment. Voilà. Et on va aller regarder une nouvelle vidéo de la poussière sortant du WTC7, où je vous ai déjà un peu vendu la mèche tout à l'heure, mais on voit qu'il y a une seule façade qui est concernée, alors qu'il y a qui sont ouvertes sur d'autres façades. Donc je vais mettre
la dernière vidéo de mon côté. Voilà, donc c'est celle de tout à l'heure. Hop, mais un peu plus loin. Voilà, c'est parti. Donc là, c'était tout à l'heure la fin. Et là, le bâtiment 7, vous allez le voir. Il y a des voitures, ça c'est intéressant aussi, l'état des voitures. Donc là, on voit des flammes. On voit des flammes, on voit un peu de fumée et poussière qui sortent par des fenêtres qui ont été cassées. Effectivement, on se dit, bon, bah voilà, ça sort ici, ok. Beaucoup. Et regardez où ça sort. Voilà. Ce qu'on voyait de loin, là, tout à l'heure en hélicoptère, c'est ça. On était de l'autre côté. Et regardez, les panaches. Ce qui est hallucinant, c'est de voir qu'il y a des fenêtres qui sont cassées ici. Et on devrait avoir normalement la poussière, tout ce que vous voulez, qui sort aussi par là. Et au pied avec du vent, eh ben, la poussière pourrait longer après le bâtiment. Mais on voit vraiment que non, en fait, la poussière reste à l'intérieur du bâtiment et sort que d'un côté. Il se poussiérise d'un seul côté. Et là, je vais aller un peu plus loin. Hop, pour vous montrer le bâtiment qui s'effondre. Vous allez le voir, le bâtiment s'effondrer avec maintenant la poussière. Ça change tout parce que la vidéo qui circule nous montre toujours le bâtiment qui s'écroule avec un angle où on ne voit pas trop la poussière. Mais là, je vous invite à regarder différemment. Donc là, on voit des flammes. Ça aussi, j'en parle dans ma conférence, j'en parlerai pas là parce que c'est pas la démolition conventionnelle. Regardez ici. Donc regardez, il est 17h05. Le bâtiment va tomber à 17h14. Il va tomber dans 9 minutes. La vidéo est accélérée, hein, on ne va pas rester 9 minutes comme ça, regarder, attendre le bâtiment tombe. Et regardez tout ce qui est ici, c'est de la poussière, c'est la poussière qui sort du bâtiment que d'un seul côté. Et là, vous allez voir le bâtiment tomber. Ça change tout de le voir de cette façon-là. Donc c'est de la poussière tout ça. J'insiste hein, parce que même moi, des fois, j'ai tendance à dire fumée parce qu'on a l'impression que c'est de la fumée. Non, c'est de la poussière. C'est de la poussière. Donc imaginez tout ce que les gens ont pu emmagasiner. Donc là, hop, regardez le bâtiment. Regardez. Regardez comment ça se voit qu'il n'y a plus rien dedans. Comment il s'écroule. Maintenant que vous avez compris qu'il est parti en poussière, le bâtiment est vide, c'est du gruyère. C'est du gruyère. Et quand on voit cet angle-là, ça change un peu tout. Ça change un peu la donne. Ça change la donne. Et là, regardez ce qui se passe. Il a beau être tombé, le phénomène de poussiérisation va continuer. On va vous dire c'est un brasier, c'est un brasier. Non, il n'y a aucune chaleur. Il n'y a aucune chaleur. C'est de la désintégration. Voilà. Pendant des jours et des jours, ça va être ça. Alors pas avec cette intensité, parce que vous avez toutes ces images en tête que rapidement, quelques jours après, on ne voyait plus tout ça. Mais en tout cas, toute la journée, ça a été ça, parce qu'on nous a dit, il y a un brasier, on ne peut pas y aller, etc. Alors que vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait déjà des pompiers qui étaient sur le site des Tours Jumelles, donc il ne faisait pas si chaud que ça. Et là, ce que vous allez voir à la fin, c'est presque fini. On va nous montrer, la vidéo sera datée du 12 ou du 13, donc c'est le lendemain ou le surlendemain. On voit des pompiers intervenir et au loin, on voit le WTC7 qui continue de fumer. Vas-y, je vais fumer, hein, mais en fait, pourquoi je dis fumer? Parce qu'en anglais, c'est fuming. Et fuming, ça ne veut pas dire fumer, ça veut dire émanation. Donc en fait, les mots utilisés pour le World Trade Center, émanation et poussière, et pas fumée, incendie. Regardez, là, c'est le bâtiment 7. On est le 12 ou le 13 septembre. Et il est en train de partir encore il est en train de se désintégrer. Et par terre aussi, ça continue. Voilà. Hop, je reprojette. Il y a quelque chose d'intéressant dans cette poussière, c'est qu'elle a une forme elle rappelle un peu la mousse de savon. En anglais, c'est foam, F-O-A-M. C'est vraiment l'aspect qu'a cette poussière-là. Vous pouvez le voir, par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc là, le bâtiment, la tour jumelle sud vient de tomber. Et qu'est-ce qui se passe sur le WTC1? Il se met à mousser. Et regardez, ça, c'est sur tout le long. C'est-à-dire que nous, les caméras étaient braquées ici, et on voyait plein de fumée qui sortait. Genre du fumée, hein, vous voyez, plein de poussière qui sortait. Mais on ne vous a pas montré l'envers du décor. Parce que ça aurait été compliqué. Il y a des gens qui se seraient posé des questions, qui auraient dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Le feu est là. Pourquoi il serait là? Ça ne colle pas. Le kérosène, ça ne fait pas ça. Cette couleur-là blanche, les gens se seraient posé des questions.
Vous avez aussi ICE qui fument en même temps. Donc quand j'y fume, c'est fuming. Et les deux rejettent de la poussière. Regardez le WTC1 et le WTC7 dans la même direction. Ils sont en train de partir en poussière. Le bâtiment WTC2 est tombé et là vous avez les deux. Et là vous avez encore le bâtiment 7. Donc là les deux tours jumelles sont tombées. C'est la photo de début que je vous ai montrée, prise entre 10h30 et 17h15. Et regardez encore une fois la fumée. Regardez, l'impression qu'elle sort ça. Et là on a l'impression qu'elle sort comme ça. Elle est comme dirigée sur une seule face. Et là, je vais laisser Akina bosser un petit peu. Il va vous montrer une vidéo que je vous présente donc rapidement, voir dans un premier temps la vidéo d'une détection contrôlée conventionnelle classique. Je vous invite à ouvrir les yeux et surtout ouvrir grand vos oreilles. Et qu'est-ce que vous entendez? Et ensuite, vous allez voir une vidéo qui concerne le World Trade Center 7, donc la tour 7, où on voit une personne qui est sûrement une secouriste en train d'expliquer que les gens ont besoin d'eau, etc. Je vous traduis parce que ce sera en anglais, donc tout le monde ne comprend pas forcément l'anglais. Le bâtiment 7 se trouve derrière elle. Elle est interviewée. Il y a une caméra qui est en train de filmer le bâtiment 7 d'elle et qui filme la personne. Elle est en train de parler et pendant qu'elle parle, je vous laisse voir ce qui va se passer. Je te donne la main, Anna. Real quick. Hold on, yeah, we're quick. It'll take 2 seconds to fire this up. Hold on. Speak up. Your name, man. Barbara Crowley, Crowley. NYU Medical Center. Okay, tell me what you know. All I know at this point is they're trying to establish an outdoor hospital facility like we've set up at Chelsea Piers, Like a trio. unit for the personnel that are attending to the scene, not to the injured in the scene. They can't get in to get any casualties out at this time. They don't know the extent of it at this point. What we're doing now is going up to get medical supplies to bring down trauma physicians down here to set up the surgical unit and the triage unit down here. In addition to, if anybody out there can help, any vendors who have food or supplies, the firemen have no food, nothing but snacks. They need fluids, they need water, and they need protein foods. This is just the beginning of what they're facing. And we need masks. We need TB masks. Holy shit! What is it? Just went down. What just went down? World Trade 7. It did go down before. No, 7. Number 7. Oh my God! C'est bon, Kaji. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que quand il y a une démolition contrôlée conventionnelle, avant la destruction du bâtiment, on entend déjà de grosses explosions. Pendant la destruction, on continue d'entendre des gros booms, mais on peut être à des centaines de mètres, on va bien l'entendre. Vous avez aussi l'impact sismique qui va coller avec l'énergie potentielle du bâtiment. Et surtout, vous avez le nuage de poussière. Ce qui était intéressant de voir dans la vidéo, c'était de voir que le nuage de poussière lors de la démolition contrôlée conventionnelle ne va pas monter plus haut que la hauteur du bâtiment. Ça, c'est ce qu'on voit dans une démolition contrôlée conventionnelle. Dans le cas du WT7, je pense que vous avez assez mangé de vidéos ce soir. Vous avez bien vu la vidéo de la personne. Elle est en train de parler. Elle ne sait même pas que le bâtiment s'écroule. Elle dit qu'est-ce qui s'est passé? Le bâtiment 7 il vient de tomber. Donc, elle n'a rien entendu. Il n'y a jamais eu d'explosion. Donc, j'invite aussi à vous méfier de toutes les vidéos qui circulent, puisqu'il y a des malins qui font des montages, qui rajoutent de la lumière et du son. Et donc, c'est super dur de s'y retrouver et voilà, c'est très compliqué. Pour s'en sortir, il faut cumuler les preuves pour se rendre compte de qu'est-ce qui était fake ou pas. Et les vidéos qui montrent le bâtiment 7 avec énormément de bruit et des explosions et tout, c'est fake, c'est fake. On le sait quand on a effectivement regardé toutes les autres preuves. Si on regarde que ça, on se dit c'est vrai, pourquoi pas, d'ailleurs ça tient la route, c'est super bien fait, mais c'est fake. Et donc le bâtiment 7, d'explosion durant la destruction, l'impact sismique, vous avez vu 0,6, c'est une blague, et vous avez vu le nuage de poussière, il est parti très haut dans le ciel, donc ça n'a rien à voir avec une démolition contrôlée conventionnelle. On arrive à la fin. Ce qui vous pouvez retenir quelque chose de cette conférence, c'est même si ça dépasse un peu l'entendement, c'est que les tours jumelles n'ont pas heurté le sol. Dans le sens, en anglais, on parle de collapse. Elles ont été transformées en poussière en plein air, en pleine atmosphère.
On appelle ça la poussiérisation. En anglais, c'était la dustification. Les conclusions du rapport officiel, qui était l'effondrement à cause des incendies, ainsi que la théorie de la démolition contre-émotionnelle, ne sont pas en accord avec les faits observés. Et il faut toujours se rappeler que les survivants sont les premiers à écouter plutôt que de regarder des vidéos ou à écouter des gens qui croient mieux savoir que quiconque. C'est toujours intéressant de savoir, de remonter à la source, de remonter au témoignage de ces gens-là. Et les rescattements de la tour Nord, quand on y pense, bah, ils n'ont pas été, parce qu'il y en a, il y a eu plusieurs, il y a eu, je vous dis, un groupe de 17 personnes qui a survécu. Ces gens-là n'ont pas été enterrés sous 500 000 tonnes d'un bâtiment qui s'effondre. Ils n'ont pas été soulevés par l'onde de choc d'explosifs. Ils n'ont pas été écrasés sous 500 000 tonnes de matériaux. Ils n'ont pas été frappés par un objet mortel qui tombe de très haut dans la tour. Ils n'ont pas été brûlés par le feu, la thermite ou le métal fondu. J'en profite justement pour rajouter tout ce qui est thermite, thermate, nanothermite. Ça ne tient pas la route avec le processus de démolition. Ils n'ont pas été nucléarisés. Donc là, je rebondis sur les bombes nucléaires. Il y a d'autres arguments qui montrent que ça peut pas être des bombes nucléaires, même des mini-bombes nucléaires. Donc voilà, ils n'ont pas été vaporisés par des dispositifs nucléaires. Ils n'ont pas été assourdis par de lourdes explosions. Et ils n'ont pas été aveuglés par des flashs lumineux. En perspective, maintenant qu'on a vu que la théorie officielle, on sait que ça ne tient pas la route, mais que la démolition contrôlée conventionnelle ne tient pas la route, il faut continuer de collecter des preuves, en fait, pour expliquer ce qui s'est passé. Je vous rassure, Jody Wood a fait le boulot. C'est-à-dire que ce soir, je ne vais pas vous laisser avec une frustration de vous dire mince, j'étais content avec ma démolition conventionnelle et me laisse partir sans rien. Si, je pense que vous avez compris quel type de technologie a pu être utilisée. J'ai employé des mots-clés. De toute façon, vous allez le découvrir à la fin comment ça a été fait. Donc, il faut collecter d'autres preuves pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Il faut aussi s'intéresser à se demander pourquoi, comprendre pourquoi finalement si peu de gens ont vu que les tours n'avaient pas heurté le sol. Et là, on peut parler de tout ce qui est programmation prédictive, pensée de groupe, manipulation. Comment ça se fait qu'on nous a préparé à trouver ça normal que des avions frappent des tours et qu'elles s'écroulent d'elles-mêmes. Donc là, je pense que ceux qui ont travaillé le sujet savent qu'il y a eu beaucoup de programmation prédictive sur ces événements-là. C'est intéressant aussi de ne pas nommer systématiquement ce que l'on voit avec des concepts qu'on connaît, puisqu'en fait, on va peut-être se priver de quelque chose. Comment dire? On va nommer quelque chose alors que ce n'est pas exactement ce qu'on voit et on va aller sur une fausse piste. Je suis complètement. Moi, pour avoir travaillé sur le sujet, j'ai toujours cru que c'était une démolition contrôlée conventionnelle, comme tout le monde. Ça ressemble, je sais comment tombe un bâtiment. J'étais persuadé que c'était une démolition contrôlée conventionnelle avant de découvrir certaines choses qui me chiffonnaient un peu. Et avant de découvrir les travaux de Jody Wood, je me suis dit, merci, c'est bon, voilà, c'est pas possible que ça soit ça. Même si ça dépasse l'entendement ce qu'elle a pu découvrir, que certains vont peut-être être secoués. En attendant, on ne peut pas nommer systématiquement ce qu'on voit avec des concepts qu'on connaît. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Ça serait intéressant aussi d'appliquer la démarche à d'autres événements majeurs, dont je ne citerai pas le nom. C'est important aussi de garder une pensée souveraine, puisque finalement, on se rend compte que très peu de personnes connaissent les travaux de Jody Wood. Et ceux qui les connaissent, ils ne les connaissent pas via elle directement, c'est qu'ils ont entendu quelqu'un ou un lanceur d'alerte leur parler de ses travaux. Mais le danger, c'est que ce lanceur d'alerte-là, il a un filtre, c'est-à-dire que lui, il va peut-être pas tout retenir. C'est pas qu'il ait forcément de mauvaises intentions, mais il y a des choses qu'il va plus ou moins retenir de ses travaux. Et donc, il va transmettre ça. Et donc, il va finalement tronquer le travail qui fait que le travail va être fragilisé. Et c'est ce qui est arrivé, je vous spoil, hein, mais c'est ce qui est arrivé à Jody Wood. C'est-à-dire que les personnes qui ont parlé à sa place et qui ont diffusé ses travaux, ils ont oublié énormément d'informations, dont celles dont je vous ai parlé aujourd'hui, puisque ces informations font tomber la démolition contrôlée conventionnelle. Et comme ces personnes avaient fait du cherry picking pour arriver à la démolition contrôlée conventionnelle, ils ne pouvaient pas retenir des éléments qui n'allaient pas dans le bon sens. Et ce qui est important aussi, c'est apprendre à ne pas se censurer, à censurer les autres, parce que imaginez ce genre d'informations quand vous le sortez, et c'est sûr que c'est choquant et vous avez tendance à demander à la personne de se taire parce que c'est pas possible. Et donc voici les références utilisées pour cette présentation. Vous avez le site internet du docteur Jody Wood. Vous avez son livre qui s'appelle Where Did the Towers Go? Et quand je vous dis qu'il y a un indice pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, il est dans le titre. Hein, vous allez voir Evidence of Directed Free Energy Technology. Voilà. Donc ceux qui veulent travailler et relancer l'enquête et comprendre ce qui s'est passé, partez plutôt sur la technologie des armes à énergie dirigée. Et puis, j'ai mis en contact un mail ou joindre, pas que moi, toute une équipe, on est plusieurs à organiser tout ça. Je ne suis pas tout seul et ça se voit, hein, vu le travail accompli, tout seul, je ne pourrais pas faire ça. Et ça, c'est un mail de contact pour nous joindre si vous voulez participer à une conférence dans le réel pour découvrir tout ce qu'il y a encore à découvrir. Voilà, et c'est fini.
Magnifique. Un grand, grand merci Kaji vraiment pour cette conférence. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça passionnant. J'avais eu la chance d'accéder à tes travaux hein, pour préparer ton intervention sur le front médiatique. Et c'est incroyable parce que vraiment, moi, j'avais creusé la question, comme je le disais en introduction, et malheureusement, beh, les travaux de ce docteur Judy Witt, beh, je ne les connaissais pas. Ils sont presque inconnus hein, dans la sphère francophone. Et donc, un grand, grand merci à toi beh, de nous permettre d'accéder à cette conférence, même si évidemment, beh, tu poses plus de questions que ce que tu donnes de réponses, parce qu'en fait, tu Ah, présentes bien plein de sûr. faits, mais c'est intéressant aussi parce qu'on est dans une démarche où on veut susciter, et tu veux susciter la curiosité, le questionnement, et tu vas encourager les individus à chercher par eux-mêmes, à être dans une démarche où on est acteur de notre information. Et c'est trop facile de tout livrer sur un plateau et surtout, on voulait faire un format assez court. Donc vraiment un grand merci. Et moi, avant de prendre donc le temps de questions-réponses avec les internautes, n'hésitez pas, je vais continuer à relever les questions que je trouve les plus pertinentes. Juste un petit commentaire personnel. Ce qui m'impressionne, c'est moi, j'ai une formation dans le monde du bâtiment. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur dans le bâtiment. Et en fait, en voyant tes travaux et cette conférence en particulier, et bien en fait, je me rends compte que même quand j'essaie d'être dans une démarche d'esprit critique, d'autonomie intellectuelle, où j'essaie d'analyser, de comprendre moi-même, de cheminer moi-même, et en fait, je suis zéro. Parce que c'est très compliqué en fait de construire son propre chemin de pensée. Et la plupart du temps, en fait, on entend 10, 20, 50, 100 versions. Et en fait, on va prendre ce qui nous parle le plus, ce qui fait le plus écho, C'est ça. etc. Et tu Mmh. le disais dans les perspectives, en fait, ou dans les conclusions, vu qu'aujourd'hui, potentiellement, les technologies qui ont été utilisées pour cet événement du 11 septembre, c'est des technologies qu'on ne connaît pas. Et ben en fait, au lieu d'observer, on essaie de déjà faire un lien entre ce qui existe et qu'est-ce qui aurait pu provoquer dans ce qu'on connaît cet événement-là. Et là, les photos que tu nous as montrées, d'ailleurs, si tu peux remettre rapidement la première, enfin la deuxième diapo de ta conférence, juste pour remontrer cette photo des débris. Où on voit les débris vus du ciel, là où il y a quasiment rien sur le sol. Et tu l'as montré après avec d'autres images, hein, où tu as montré la hauteur des tours, etc. Mais voilà, je vais remettre celle-là en grand, celle d'avant, juste avant, ouais. Celle que tu as montrée, Oui, voilà, celle-là. là, c'est Donc, la ouais, là, c'est la tour, voilà, nord. mais voilà, la tour nord. C'est Mais incroyable et en fait, beh, je suis surpris, de la faiblesse de mon esprit critique et de ne pas avoir vu en fait, cette question qui est au cœur de ta conférence, hein. Où sont les gravats? Où sont les débris? 2 tours de 500 000 tonnes chacune, sans parler du WT7 et les survivants aussi, j'étais pas au courant. C'est incroyable. Voilà, donc vraiment, merci, d'ouvrir tous ces questionnements et merci, de nous encourager tous. Si on est là ce soir sur le front médiatique, c'est qu'on est des individus, qui doutons des versions officielles, qui doutons, de l'histoire, des narratifs qu'on nous présente de l'école en passant par les médias et les discours politiques. Et en fait, je me rends compte que je suis encore un petit bébé en termes d'esprit critique parce que aujourd'hui, tu viens réactualiser mes connaissances sur le sujet. Vraiment un grand bravo. Donc, on va donner maintenant la main aux internautes, hein. Moi, j'ai sélectionné environ 24 commentaires, remarques, questions. Il y en a certaines qui sont redondantes. Donc, il y en a d'autres qui arrivent. Donc, je vais essayer à la fois de prendre les nouvelles questions et de te faire passer les anciennes. Et donc, il y a des questions potentiellement, tu peux dire, tu y reprendras plus tard. D'autres questions, si elles ne sont pas forcément pertinentes ou remarques, où tu encourageras les gens à chercher par eux-mêmes. Et je te laisse répondre sur les remarques ou questionnements que tu trouves les plus pertinentes. oui, bien Voilà. sûr. C'est peut-être un petit détail, mais c'est important parce que quand tu en parlais au début, quand tu montrais les images avec la technologie là, qui permet de faire des cartes à relief, il y avait Clément qui demandait quelle hauteur faisait le WT6. C'était au Oui, moment où tu voyais montrer la cartographie qui allait du noir en passant par le vert ouais, je et l'ai. qui allait jusqu'au voilà, WT6, oui, merci. effectivement, je l'avais dans mes notes, mais je voulais pas non plus abreuver. Il fait 28 mètres. Ouais, Vert. il fait 28 mètres. Donc on s'attend plutôt, bah là, vu le trou, il y a plus rien, quoi. Vous avez 28 mètres là qui un trou de 28 mètres là, minimum. C'est même pire, hein, parce que comme c'est du vert très, très noir, ouais, voilà, il y a 30 mètres là, vous avez un trou de 30 mètres. Et donc vous avez aucun débris. Vous avez pas les débris, de la tour 1, vous avez rien. Voilà, 30 mètres. Merci. Tu prends les questions qui t'intéressent, hein, je ne sais pas forcément les plus pertinentes, c'est pas moi qui ai creusé autant le Non, sujet mais que pas de toi. La deuxième souci. question, elle vient donc de Alexandra qui dit: «À quelle date a été prise la photo du mur avec les canalisations?» Ah, c'est une très bonne question. Je sais alors, elle est sur le site de Judy Wood, il faut voir si elle a mis la date. C'est une très bonne question. J'ai pas la réponse là. C'est pas longtemps après et alors la c'est le parking, ça c'est le parking WT66 qui est intact aussi, qui a rien. Et ce qui est aussi intéressant, ce que j'ai pas dit, c'est que ce qui est intéressant au niveau des sous-sols, c'est qu'il y a aussi, ça certains le savent, mais par exemple, il y a des gens qui sont allés dans les parkings souterrains et il y en a qui ont récupéré leur voiture. C'est-à-dire que, voilà, si vraiment ça s'est écroulé, il y a des gens qui ont pu récupérer leur voiture et des voitures intactes qui ont été sorties
Et le pire, c'est qu'on voit aussi des vidéos, c'est dans la conférence de Judy Wood, il y a une vidéo où il y a carrément les pieds qui essayent de voir s'il y a des survivants ou pas, et on les entend faire et oh, il y a quelqu'un, et l'écho, on l'entend. Alors, si on entend l'écho, c'est qu'il n'y a pas d'écroulement. C'est-à-dire qu'il y a le vide, le son peut se propager. Donc, tout est intact en fait. Et donc oui, je noterais, c'est une très bonne remarque, elle a bien retenu ce qu'il faut faire avec cet événement-là, c'est vraiment dater pour être sûr de pas. Très bien, je note. Je me Eh le beh, c'est noterai une des pour rares photos l'éclairance. qui n'étaient pas datées, Ouais, merci, eh ben, à bravo, toi bravo Alexandra. Alexandra pour ta remarque. On va reprendre une autre question de Clément. N'a-t-on pas retrouvé des traces de termites, un explosif puissant dans les poussières du WTC? Ah bah ça, il faut venir à la conférence en présentiel, c'est parce que ça fait partie effectivement des nombreux faits que je n'ai pas abordés. Toi, Akina, tu as vu ce que ça peut donner la conférence totale, Tout à mais fait. c'est un élément que je présente. Ça s'explique en fait. La termite, pensez à la poussière, pensez à la taille de la poussière, pensez à la composition de la termite, et en fait, ça peut s'expliquer. La présence de termite peut s'expliquer. En fait, c'est-à-dire que la poussiérisation peut expliquer pourquoi on observe la termite. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle était là dès le départ. Elle a pu être formée en cours de route par justement le procédé qui était en route. Voilà, je n'en dis pas plus, j'en ai dit déjà assez. Il y aura des questions, sur le sujet. Les internautes ont supputé, les technologies utilisées pour cet événement. Une autre question de Clément: les sources pour les mesures sismiques sont-elles sûres? On n'est jamais sûr de rien. Je connais quelqu'un qui est parti sur la théorie des bombes nucléaires et qui considère que ces relevés sont faux pour que justement pouvoir faire tenir sa théorie sur les bombes nucléaires. Parce que clairement, ça ne tient pas la route, hein. Si vous avez mis des mini-bombes nucléaires dans les structures, forcément, ça se voit au niveau de l'impact sismique. Et il est bien embêté parce que, en fait, ils peuvent être truqués. Mais bon, moi, je sais qu'ils ne le sont pas, ils sont officiels et surtout, ils correspondent à ce qu'on a vu. C'est-à-dire que ce jour-là, il y a des caméras qui circulent et tout. On voit bien que la Terre ne tremble pas du tout. D'ailleurs, la personne qui a fait ces recherches, je lui lance un appel à discuter ensemble. Il s'appelle François Roby. François Roby qui a fait un super travail aussi de son côté, mais il est parti sur la théorie des bombes nucléaires et je pense que avec ce que j'apporte aujourd'hui, il comprend pourquoi ça ne peut pas fonctionner et que ça ne peut pas être des bombes nucléaires. Mais il y a bien eu des phénomènes nucléaires par contre, ça il a raison, mais ce n'est pas des bombes. Merci beaucoup pour tes réponses, claires et concises aussi. Ça permettra de prendre un maximum de Oui, remarques, bien même sûr. évidemment si on a le temps, on n'est pas à 5 minutes près. Le podcast d'ailleurs sera sans les questions-réponses pour permettre, une diffusion la plus large possible. Une question de François qu'on remercie aussi: des parkings expliqueraient-ils les affaissements? Les parkings souterrains évidemment. Mais c'est une bonne question dans le sens où on peut imaginer que comme il y a un phénomène qui retire de la matière, les parkings, il y a pas de matière, il y a très peu de matière. On peut imaginer que comme le béton a pu disparaître, effectivement, il y a des trous en dessous et ça peut expliquer que le sol s'est dérobé et il y a des trous qui sont apparus à cause du parking, effectivement, qui était en dessous. C'est une très bonne remarque. Pourquoi on a des trous de plusieurs mètres? C'est qu'en fait, il n'y a rien en dessous et que le dessus s'est évaporé, en fait. C'est désintégré. Question suivante à nouveau de Clément, hein, qui était hyper actif pendant l'émission. Le nuage de poussière pendant des mois? Oui, 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 il a été suivi justement par Judy Wood, qui était très interpellée par ce nuage et sa direction, et il est resté très longtemps dans le ciel. Il faut savoir que la taille de la poussière euh, pouvait approcher le micromètre, voire le nanomètre. Et ça aussi, c'est un argument qui ne va pas en faveur des motions contrôlées conventionnelles. Quand vous Tout à fait. détruisez un bâtiment, vous avez un profil de taille, de granulométrie des matériaux qui ont été pétés. Et plus vous êtes petit, moins vous avez de représentativité du matériau. Pour le 11 septembre, ce n'est pas le cas. La micrométrie et la nanométrie décollent. Donc, si vous êtes nanométrique, vous êtes très, 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 très petit et vous pouvez rester en suspension très, très longtemps. Ça ne colle pas.
Merci beaucoup, Kaji. Une autre question qui est plus une remarque, hein, mais je me permets de la lire quand même pour valoriser Mmh. aussi la communauté qui était présente ce soir. C'est Mike qui dit: «Comment faire un minage dans un bâtiment qui sert tous les jours? C'est un travail colossal». C'est en lien avec la remarque sur les chiens cinéphiles qui avaient disparu les derniers jours. C'est ça. Ensuite, 3 questions qui sont un peu liées, je les mets les unes après les autres. D'ailleurs, il y en a 2 qui sont de la même personne. Serait-ce une arme venue d'une autre planète ou une arme cachée? Pas besoin et le troisième de Lola, pas besoin d'avion pour faire tout ça, mais des armes dirigées. Mmh. Bah, en fait, les technologies utilisées existent. Il y a les brevets. Heu, un seul nom, Nikola Tesla, voilà. Je pense pas que Nikola Tesla était un extraterrestre, sauf s'il a eu les faux d'extraterrestres. Mais, tout ce qui a été utilisé ce jour-là sont basés en partie sur les travaux de Nikola Tesla, qui ont été plutôt donc ce sont plutôt des technologies cachées et maîtrisées. Et d'ailleurs, Anna avait une réponse pendant le live, donc de comment? J'arrive pas à lire, de Bandy, qui dit: «Anna regarde les usages militaires sur le DEW, Directed Energy Weapons», excusez-moi pour l'accent, armes à énergie dirigée. C'est ça. Voilà. Une autre théorie, une remarque de Mike, hein, il y avait une théorie que l'autodestruction était prévue dès la construction. Eh bah, bravo Mike, ça fait partie des choses que j'annonce à la fin de ma conférence. Effectivement, la programmation prédictive, c'est-à-dire que les tours, étaient prévus d'être détruits depuis très longtemps et quand on cherche bien, bah, bravo Mike, effectivement, quand on cherche bien, on se rend compte qu'ils les ont construites pour les détruire et là, effectivement, ça crée un peu de la dissonance cognitive parce que c'est pas possible d'imaginer un truc pareil, que des personnes puissent, construire des bâtiments pour les détruire, 33 ans plus tard. Mais c'est effectivement quand voilà, ça fait partie des conférences que je donne. C'est un sujet que je traite. Alors que j'ai pas encore présenté en conférence parce que c'est quand même, faut y aller, voilà, faut y aller, de manière progressive parce que vous pouvez pas dire même là, si quelqu'un prend le live en route, ils vont dire: «Mais ils sont fous eux, comment ça les tours ont été détruites, dès la construction on savait?» et cetera. Voilà, il faut aller step by step, il faut comprendre, comment fonctionnent ces gens qui ont fait ça, et le message qu'il y avait derrière, la symbolique. Merci beaucoup, Kaji. Une autre question auquel tu as déjà répondu, mais c'est juste pour rappeler, parce qu'on attache une importance particulière au front médiatique, aux sources, même si évidemment, toute source, a ses limites. Mais il y a Clément qui disait: «Avez-vous des liens vers les conférences de Judy Wood?» Donc, on vous les a enfin, tu nous les as présentés à la fin de la conférence et bien évidemment, je vous mettrai aussi les liens, sous les vidéos, et dans le podcast en particulier sur Odyssée pour vous permettre de retrouver, les liens qui sont présentés dans la dernière diapo, pour approfondir les travaux du docteur Judy Wood. Une question de Catherine qui nous demande: «A-t-on retrouvé les débris des avions?» Heu, Catherine, devance un une une présentation qu'on pourrait faire. Voilà. Mmh. Mais peut-être, on fera un petit sondage pour savoir comment On pourra ça voilà, parce que c'est a fait plu à la effectivement communauté. partie d'un sujet qui revient. Est-ce qu'on a retrouvé les débris et cetera? Et effectivement, j'en parle, dans mes conférences que je donne. Je traite ce sujet-là, oui. Incroyable comment tu as creusé le sujet, hein, sur plein d'aspects. Là, c'est juste une conférence, il y a vraiment un gros dossier. Bravo pour ce Bah, travail encore une fois. merci. Comme tu l'as Minia dit en intro, excuse-moi, oui, je t'en prie. tu as fait une très belle intro. Tu as vraiment bien résumé, pourquoi je me suis attaqué à ce sujet-là. Pas parce que j'aime, l'histoire américaine, hein, c'est franchement et puis c'est pas les attentats qui m'intéressent plus que ça. C'est que je m'en suis rendu compte que dans cette vague d'éveil, tout le monde partait un peu dans tous les sens à creuser suivant ses sensibilités et je me suis dit: «Ça serait bien que sur un événement marquant pour tout le monde, on ait le même niveau de connaissance» et c'est pour ça que j'ai fait à fond le 11 septembre, même si rien n'est de moi, hein, c'est que des choses qui existent déjà. Je ne rajoute rien, je permets juste de transmettre des connaissances parce que c'est en anglais, parce que peut-être que je vulgarise, le truc et cetera et je fais un résumé des travaux. Mais l'idée, c'était ça, c'était qu'on parte tous sur un même fond commun de connaissances plutôt que de se chamailler sur des sujets qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'en fait, voilà, je voulais qu'on gagne du temps. Après, je prétends pas qu'après cette conférence-là, tout le monde sera d'accord avec ce que je présente et que j'aurai réussi ce que je veux faire, hein. Je suis à ma petite échelle, je suis en tout cas content d'avoir participé à, réhabiliter le travail de Judy Wood, qui n'est pas assez connu. Et moi, ça me permet de faire une petite précision, une remarque personnelle. C'est souvent les gens me disaient: «Mais pourquoi faire cette conférence sur le 11 septembre? Dans tous les cas, on sait que le gouvernement américain, est partie prenante des événements». Et ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les questions, du type, de démolition qui a été pratiqué, c'est que ça questionne, les technologies. Et aujourd'hui, potentiellement, c'est des technologies inconnues du grand public ou en tout cas très peu connues, et c'était il y a plus de 22 ans et donc, enfin, c'était il y a 22 ans précisément, aujourd'hui même et donc, ça questionne aussi
sur toutes ces technologies qui ne sont pas publiques, qui sont cachées au grand public et qui laissent dans la main d'hommes d'État, d'hommes influents sur cette terre, un pouvoir démesuré sur le monde. Une question de Minia qui dit: «Qu'est-ce qu'il dit au sujet de l'acier fondu qui coule avant la chute?» Ça aussi, j'en parle. Ça fait partie de ce que je présente en conférence. Comme on ne maîtrise pas les technologies à énergie dirigée, on a du mal à imaginer, encore une fois, certains concepts, on a du mal à s'imaginer certaines choses. Et par exemple, quand on voit du métal fondu, on se dit, bon, bah, le métal il est fondu, il fait forcément chaud, etc. Et en fait, non. Par exemple, ce jour-là, le métal qui a été observé n'était pas chaud. C'est un processus qui est possible avec les technologies utilisées et je développe ça aussi dans les conférences. Super. Je l'affiche, juste pour, valoriser, je l'avais sélectionné, mais tu as pas besoin de forcément d'y répondre, hein, si tu viens d'y répondre en partie. Pas des bombes, termites. Sa réaction dit aluminothermique dans laquelle l'aluminium est oxydé et l'oxyde métallique réduit. Voilà, mais donc potentiellement, on aura des réponses, dans le réel pour Oui, et certains. puis, et Oui? regardez les images. Si vous regardez ce que fait la termite, si vous regardez des vidéos de ce que fait la termite, c'est hyper violent. On voit des flammes, on voit des gros flashs lumineux. Est-ce que vous voyez ça dans les tours jumelles quand elles tombent? On voit rien. Et puis surtout, on voit surtout qu'elles sont détruites vers le haut. Donc la termite, bah, ça colle pas avec les images. Et imaginez s'il y avait la termite en bas, alors il y avait des gens qui étaient là, mais ils se seraient fait défoncer par la termite. Ça ne tient pas la route. Bien, par contre, elle a été observée, c'est-à-dire qu'il y a des traces de termites, mais elle s'explique d'une autre façon là. Elle n'a pas été mise là pour faire cisailler. Et je reviens aussi sur les poutres qui ont été coupées. Les procédés de la technologie utilisée peut le faire aussi. Voilà, il n'y a pas que la thermite qui peut couper des colonnes en angle droit, enfin en angle 45 degrés, je ne sais pas combien. Et il y a cette technologie-là qui peut le faire. Et d'ailleurs, tu avais fait une remarque en préparant l'émission, je t'ai pas entendu la partager ce soir dans la conférence, c'était trop court. C'était le phénomène dans l'immeuble qu'on a vu en démolition contrôlée, où on voit que la poussière reste très près du sol. Et là, au contraire, Mhm. vu le diamètre des particules, de poussière, Et l'énergie. Et l'énergie. l'énergie, C'est-à-dire voilà, qu'il faut elle que les gens se s'envolait. posent la question d'où cette énergie qu'a la poussière. Comment c'est possible que normalement quand vous faites une démotion contrôlée, effectivement, la poussière ne peut pas aller si haut parce que déjà elle est plus grosse et déjà il n'a pas tant que ça. Et puis surtout, elle n'a pas la force de remonter dans le ciel, elle retombe, elle n'a pas de force. Alors que là, on voit l'énergie colossale, on a l'impression que c'est un volcan qui est rentré en éruption en plein dans New York. Allez, encore 3 remarques avant, d'aller vers la fin de cette magnifique émission, hein. Je suis vraiment très heureux de t'avoir accueilli, Kaji. C'est juste une remarque, hein, donc c'est dû à quoi cette poussière perpétuelle? Beh, le mot a été lâché ce soir, hein, armes à énergie dirigée. Évidemment, j'espère qu'on aura l'occasion de creuser ensemble. Encore, 4 petits commentaires vraiment très intéressants. Merci. Question: les pompiers n'ont pas eu un tilt depuis? C'est compliqué. Euh, Vous savez, nous, on est en France, donc on a pris un peu de distance sur ces événements-là. Imaginez là-bas, c'est encore un traumatisme. Les Américains sont toujours traumatisés de cet événement-là. Et les pompiers, la plupart, bah, il y en a énormément qui sont morts déjà, il faut le savoir. Énormément de gens qui sont aussi en train de mourir parce qu'ils ont des traitements, ils ont les poumons complètement défoncés et ils font pas le lien. Ils font pas le lien alors que là aussi, je vends un peu la mèche, mais dans les poumons des pompiers, il n'y avait pas que de l'amiante, hein. Il y avait tout le tableau périodique des éléments chimiques, hein. Il y avait des morceaux d'os humains, mais de taille nanométrique. Comment vous expliquez ça avec la démolition contrôlée conventionnelle? Normalement, on aurait dû retrouver des corps entiers prisonniers entre deux étages, comme on voit dans des séismes en Inde, etc. On voit des corps qui dépassent. Et là, les gens, ils ont des... Oui, je rappelle aussi quelque chose qui est connu. Il y a 40% des gens qui sont morts ce jour-là qui n'ont jamais été retrouvés. Leur ADN. Il y a 40% de gens qui ont disparu, parce qu'on sait, 40% des gens qui ont disparu, on n'a pas retrouvé leur ADN. Ou leur ADN est trop petit, les morceaux qui ont été retrouvés sont trop petits pour être analysés. Et donc les pompiers sont traumatisés par cet événement-là. Et quand on leur annonçait que Ben Laden avait été tué, bon, bah voilà, quoi, ils sont contents. Ça leur permet de déverser leur frustration sur quelque chose qui leur convient. C'est ce que tu disais tout à l'heure, ou ce qu'on disait tout à l'heure, on va avoir tendance à choisir quelque chose qui nous plaît. Alors que peut-être qu'au fond d'eux, ils se disent que c'est pas vrai. On leur a menti, que le gouvernement leur a menti. Mais souvent, on les manipule. Ça aussi, ça fait partie d'une conférence que je donne sur la manipulation qu'il y a eu autour aussi du 11 septembre, tous les reportages et documentaires qui ont fait de la controverse, de la polémique sur des pseudo-histoires, alors qu'il y a des trucs beaucoup plus importants à regarder, comme ce soir, entre autres.
Merci beaucoup, Kaji. Allez, on va en prendre qu'encore 4 commentaires. Je m'excuse pour tous les commentaires que je ne prends pas et je m'excuse aussi, pour les commentaires Odyssey et Crownbunker parce que malheureusement Restream.io qu'on utilise, hein, ce studio virtuel, ne remonte pas les données, et les commentaires d'Odyssey et Crownbunker qui sont pas connectés au niveau technique de la même manière. Juste des ouvertures aussi, enfin d'abord une clarification. Alain disait: «Ce ne sont pas 500 000 tonnes par tour, Akina, c'est le poids total des 2 tours». Donc dans le teaser, on a annoncé, je crois, 290 000 tonnes. Mais ça, c'était le poids des constructions à vide. Et donc, à travers une vérification des sources, Kaji a confirmé, quand on préparait l'émission, tous les deux, qu'avec tout le mobilier et tout l'aménagement intérieur, on se rapprochait des 500 000 tonnes par tour. C'est un détail qui n'est pas vraiment un détail parce que ça permet aussi de questionner la faible quantité de gravats. Donc ensuite, 2 ouvertures pour toi, Kaji, qui peut potentiellement montrer l'intérêt de la communauté pour d'autres conférences. Comment fonctionnent les armes à énergie dirigée? Candidat pour expliquer le phénomène, qui va aussi avec un autre commentaire de Pascal. C'est un peu frustrant, j'aimerais en savoir plus sur les armes à énergie dirigée, les armes à énergie contrôlée. Alors, comment ça fonctionne? Bah, c'est assez, complexe. Ça fonctionne avec, ça fonctionne avec des champs, des interférences, électromagnétiques, avec des puissants champs qui sont utilisés. Et moi, ce que je présente lors de ma conférence, une fois que j'ai balayé tous les faits observés et que je présente, quelle technologie a fait ça, je fais le parallèle, c'est que je montre, que la technologie, à énergie dirigée, ce qu'elle peut faire et comment ça s'applique sur le World Trade Center. Voilà. Eh beh, ça nous laisse curieux, en tout cas Mais moi, ça ça me laisse reste quelque curieux. chose, enfin, c'est compliqué à expliquer parce que c'est très scientifique, enfin très scientifique, c'est vrai, mais c'est de la physique, c'est des choses qu'on a appris justement. On nous a pas, enfin, on l'a appris à l'école, on n'a pas fait le lien avec justement la technologie à énergie dirigée, puisque là, ce qui est très important à retenir, c'est qu'ils ont utilisé de la technologie à énergie dirigée pour faire ça, donc pour des gens, donc c'est une arme, ça devient une arme à énergie dirigée, donc une DEW en anglais, le Direct Energy Weapon. Mais si elle est dans les bonnes mains, ce truc-là, c'est imaginez, c'est de l'énergie libre tout ça. C'est-à-dire que quand on dit l'énergie libre, ça n'existe pas, Tesla, tout ça, c'est des théories du complot, arrêtez votre délire d'énergie libre. Ben, c'est pas du complot, c'est qu'on nous l'a caché pour continuer à, on va dire, une sorte d'asservissement avec certaines énergies fossiles, etc. Alors qu'en fait, il y a de l'énergie libre pour tout le monde. Donc si vous avez de l'énergie libre pour tout le monde, ça change un peu la donne du monde. Allez, une dernière question, un dernier commentaire et on ira, vers la suite, potentiellement, les prochains épisodes. Une question, d'ailleurs qui fait peut-être une bonne transition. Les avions sont-ils des hologrammes selon le docteur Judy Wood? Et ben, quand vous aurez les que tu partageras, il y a une conférence qu'elle donne et la première question qu'on lui demande, c'est sur les avions. Parce qu'imaginez, elle fait plus de 2 heures de conférence, elle ne parle pas des avions. Là, on a fait qu'1 heure, mais imaginez, moi, je fais 2h30 sans parler d'avions. Donc forcément, les gens, ils pètent un câble parce qu'ils se disent: «Attends, les avions quand même, là-dedans quand même, bon, je comprends qu'ils ne servent à rien». Et la première question qu'elle a en conférence, c'est quelqu'un qui lui dit: «Et les avions?» Et elle lui répond: «Qu'est-ce que j'en ai à faire des avions?» Ça n'explique pas ce que je viens de vous montrer. Voilà. Donc, que ça soit des hologrammes, de vrais avions, des drones, tout ce qui circule, il faut en tout cas aujourd'hui faire le deuil des avions, assumer que c'était un piège, une diversion, une distraction. On nous les a mis à la télé, dans les cinémas pour nous préparer à ça, pour qu'on ne parle que de ça. D'ailleurs, aujourd'hui, triste anniversaire, si vous regardez sur les réseaux sociaux, sur Internet, qu'est-ce qui circule? Toujours ces avions. Vous n'avez pas vu les images que je vous ai montrées aujourd'hui. Il n'y a personne qui a dit regardez la poussiérisation. Alors si, il y a quelques-uns, ça fait plaisir. Je vois de plus en plus de personnes qui parlent des travaux de Judy Wood. Mais à chaque fois, c'est les avions. Alors, comme je dis, bien sûr, c'est incontournable. Il faut quand même expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, je fais une conférence sur les avions. Et pourquoi pas, comme tu dis, on tend une perche. Si le sujet intéresse vraiment la communauté, on peut envisager une soirée spéciale avion où on fait la même chose. On refait la même chose. On reprend. Judy Wood, ça l'intéresse pas. Elle s'est jamais prononcée sur les avions. C'est pas son domaine. Beh, déjà, vu l'intérêt, qu'a suscité cette première soirée, on va en parler juste après. Et d'ailleurs, je me permets quand même au nom de la communauté aussi de te partager ce commentaire de Nadia. Merci pour cette conférence. Je n'avais jamais entendu parler de cette version, c'est juste incroyable. Voilà donc, rapidement pour finir, est-ce que, il y aura une suite sur le front médiatique, potentiellement de prochains épisodes? On s'est posé la question tous les 2 en préparant l'émission. Donc, je ne sais pas si tu as cheminé, on fera peut-être aussi un petit sondage, on disait auprès de la communauté sur Twitter, sur Telegram. Oui. Bah oui, oui, on peut voir, s'il y a je pense qu'il y aura de l'intérêt, mais voir effectivement
L'idée aujourd'hui, c'était, tu l'as très bien dit tout à l'heure, ça ne sert à rien d'apporter toutes les réponses aux gens. Déjà, je demande aux gens de même pas me croire sur parole, ni de croire Judy Wood. C'est d'aller vérifier déjà tout ce qu'elle a dit. Déjà vérifier ce que j'ai dit de Judy Wood, parce que j'ai pu me tromper. J'ai déjà quelqu'un qui m'a repris, ça me fait plaisir, je lui fais un petit coucou. Il a vu que je me suis trompé au niveau des unités à un moment quand je vous ai parlé des projections. J'ai converti, il y avait marqué 150 feet, et j'ai dit que ça faisait des centaines de mètres, alors que bah non, un pied c'est plus petit, donc ça fait pas des centaines de mètres, ça fait que 40 mètres, mais ça va dans le bon sens. Mais il faut quand même vérifier tout ce que je peux dire, parce que comme je vous ai dit, le travail de Judy Wood a été tronqué, manipulé par des gens qui ont parlé à sa place, donc je vous invite aujourd'hui à pas passer par moi. Moi, j'étais un messager pour vous dire ça existe et allez voir vous-même ce qu'elle a fait comme travail, déjà, dans un premier temps. Et puis après, bah, si ça intéresse, pourquoi pas poursuivre l'aventure sur des thématiques, avec par exemple, bah, expliquer effectivement, revenir sur toutes les autres preuves, c'est-à-dire en fait, parler du livre, hein, ce qu'on peut faire comme activité, c'est voilà, et expliquer les armes énergie dirigées, ce que ça a fait ce jour-là. Ça peut être très intéressant. Il y a une actualité dans certaines îles où les gens parlent beaucoup d'armes énergie dirigées et je pense beaucoup veulent faire le lien, mais ils verraient que ça serait plus compliqué de faire le lien que ce qu'il en a l'air. Donc ça peut être intéressant de faire cette émission-là. Une émission sur les avions, effectivement. Et aussi, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est aussi la partie manipulation. C'est de comprendre comment ça se fait que 22 ans après, il y a un ingénieur lambda qui vient vous parler de choses et pour certains, c'est une révélation. Alors que je ne Mmh. suis personne, je suis juste un citoyen lambda. Voilà, ce n'est pas du tout mon métier. C'est juste un sujet qui m'a intéressé pour en arriver là. Mais comment ça se fait que 22 ans après, on en est là? On n'a pas, tout le monde attend la vérité, attend une justice, attend une enquête. Mais Judy Wood, elle a déjà tout révélé. La vérité est disponible. C'est tout. Il suffit de la regarder. Et comment ça se fait qu'on nous a menti et on nous l'a masqué? Et beh, moi, en tout cas, ça me met l'eau à la bouche parce que j'ai pas eu le temps encore de discuter avec toi et d'avoir accès à toutes tes recherches et donc beh, il y a vraiment un intérêt certain et d'ailleurs, c'est une preuve ce soir, hein, malgré, toute la censure, malgré le shadow ban en français, hein, la mise à l'ombre sur les réseaux, beh, c'est plus de 500 téléspectateurs qui étaient présents ce soir avec nous donc voilà, souvent on parle des moutons, des moujons, des gens sous hypnose, inconscients, mais il y a aussi beaucoup d'êtres humains curieux. On est bien plus nombreux que ce qu'on pense, 500 personnes, c'est plus qu'un grand amphithéâtre et donc, on est un tout petit média, le Front Médiatique, et c'est vraiment un grand plaisir. Merci à vous d'avoir pris ce temps-là. Voilà, on est diffusé sur une douzaine d'espaces numériques, hein, donc vous voyez pas forcément 500 au compteur. Et encore, on ne sait même pas la véracité des compteurs qu'on nous fournit. Et pour finir, la dernière question, c'est celle d'Alexandra qui nous demande la conférence de Kaji, c'est où et quand? Donc là, je te laisse répondre pour clôturer notre émission. Ah bah, c'est super, Alexandra, elle est très bien connectée avec moi parce que je lui disais qu'avant de finir, il faut que je reparle une dernière fois bah, du mail contact que vous voyez ici. Comme je vous ai dit, le plus important, c'est de se voir dans le réel pour faire du lien. Nous, c'est ça avec notre groupe. On s'est dit, il faut qu'on reste en lien et faire de la réinformation en se voyant, c'est toujours mieux pour comprendre ce monde, surtout avec un sujet pareil où c'est difficile d'avaler des choses quand on est à distance, hein. C'est pas la même. C'est pas la même façon d'atteindre les gens. Moi, quand je suis en conférence devant des visages des gens, je vois ceux qui sont complètement, si les gens qui sont complètement largués ou pas. Donc, j'invite Alexandra à écrire à infoconf@proton.me, c'est donc le mail que vous voyez. Et nous, avec notre groupe, eh ben, on peut se déplacer en France pour présenter les travaux. Soit les personnes peuvent nous accueillir chez les particuliers, soit les gens ont des salles, hein, c'est un peu la mode, les conférences qu'il y a pu avoir chez certaines personnes. Et nous, on se déplace et on fait ça. Et c'est ce qu'on privilégie. Et je te remercie, Akina, de nous avoir donné cette opportunité de faire un peu un teasing du travail qu'on fait. Puisque l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir présenter pendant un peu plus d'une heure une partie des travaux, mais les travaux sont bien plus conséquents pour être solides, justement. Là, je peux vous faire 3 heures sur les tours jumelles sans vous parler des avions encore. Donc, et par contre, les avions, je peux aussi faire 3 heures, hein. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses, et j'en apprends tous les jours parce que bah, les gens savent que je travaille sur ce sujet. Je remercie vraiment toute la clé. Il y a énormément de gens qui m'envoient des choses très pertinentes et qui me demandent est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, et on avance tous ensemble. Et c'est ça qui fait que bah, voilà, on peut décrypter un peu le monde dans lequel on vit, parce que tu l'as dit tout à l'heure. Oui, d'accord, le 11 septembre, c'est passé. Oui, il y a plus grave maintenant avec la crise sanitaire qu'on a eue et d'autres événements. Mais quand on décryptera totalement le 11 septembre, on peut comprendre toutes les opérations psychologiques qui se déroulent après, puisque le 11 septembre est une opération psychologique comme les derniers événements qu'il y a pu avoir pour nous. Voilà, donc je vous laisse bien regarder le mail. Et puis de toute façon, tu as dit que tu le rajouteras, je pense, un peu partout dans les communications pour que les gens nous écrivent s'ils veulent nous voir en vrai.
Parce que je suis sous anonymat, mais après on peut se voir en vrai, il y a pas de souci. Clairement, vous retrouvez à la fois les liens vers Dr Judy Wood, à la fois le lien vers les conférences sous la vidéo dans le podcast. Voilà, c'était vraiment un grand plaisir. Donc, le mail, je le rappelle, un info au pluriel, conf@proton.me, excusez-moi. Et donc, encore un grand merci. Je vais te laisser le mot de la fin, mais vraiment un grand merci, Kaji, hein. C'est la 4e fois que je te remercie. Mais voilà, pour moi, c'est important aujourd'hui que, en tant que média indépendant, on sorte aussi de l'actualité. Il y a une époque, il y a 2 ans et demi, je faisais des revues de presse quotidiennes. Mais pour moi, vraiment, c'est une nécessité aujourd'hui de sortir de l'actualité. Évidemment, l'actualité, il y a un côté addictif, on va dire, parce qu'on espère toujours des changements, des arrestations, des révélations, etc. Mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, les gens qui nous dominent depuis de nombreuses décennies, ont construit leur échiquier de manière très intelligente. Ils sont très nombreux, ils ont des moyens colossaux. Et si nous, on veut prendre la hauteur nécessaire pour pouvoir comprendre et assembler les pièces du puzzle, eh bien, sortons de l'actualité. Certains diront cette conférence ne sert à rien, on sait qu'on nous a menti. Mais pour moi, c'était une d'utilité publique, ta présence ce soir sur le front médiatique. Merci vraiment à la communauté d'avoir été présent. Et je vous le répète, 500 personnes pour notre petit média, c'est exceptionnel. Et ça montre vraiment qu'on est des curieux, que les êtres humains n'ont pas envie de s'éteindre comme les élites transhumanistes veulent nous amener droit dans le mur en se prenant pour des dieux. On est humble, restons non dogmatiques. Voilà, les vérités ne sont pas forcément toutes comprises encore. Continuons à questionner, à chercher, gardons cette curiosité comme je disais en introduction, et merci à vous tous pour votre courage, votre détermination, votre quête de vérité. Et je te laisse le mot de la fin, Kaji, parce que vraiment c'est un honneur de t'avoir accueilli. Ah bah, passer après toi, après cette conclusion magnifique, c'est dur. Moi, je peux juste te remercier de m'avoir accueilli. J'apprécie beaucoup ton travail. Je ne te connaissais pas avant cette pandémie, comme tu dis. Donc, merci. Merci. Et j'apprécie beaucoup ton média. Pour moi, tu n'as pas changé depuis le début. Tu as toujours été là. Et si je voyais faire cette présentation pour commencer avec un média, c'était le tien. Je me suis dit, ça me convient vraiment. Ça va être à la bonne franquette. Comme tu as dit, on n'est pas des professionnels. Moi, ce n'est pas du tout mon métier. Ça m'a mis vraiment aussi en confiance, que ça peut être aussi beaucoup de stress. Et puis, on ne parle pas d'un sujet anodin. Hein, c'est un sujet très sensible. Et je me suis senti très, très bien avec toi. J'espère que pour les gens qui nous ont suivis, bah, c'était pareil. Moi, c'est triste, le sujet est horrible, mais je me suis beaucoup amusé à essayer de partager ces infos-là, parce qu'au final, il faut quand même voilà, garder quand même la tête haute et puis de s'organiser derrière. Voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait ça? Le but du jeu, c'est pas de s'écrouler, c'est de se dire, OK, ils ont ça comme arme, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Est-ce que je continue à accepter ça, ou est-ce que je me bouge? Est-ce que je me mets en lien avec des personnes pour nourrir autre chose? Ou est-ce que je continue à subir et à attendre qu'on vienne me fermer dans ma prison, quoi? Voilà l'idée. Et donc, je remercie encore tous ceux qui nous ont suivis. Je suis super content que ça ait bien fonctionné. Bravo Merci à du toi. fond du cœur. Merci à nous. C'était 11 septembre 2001, la démolition contrôlée conventionnelle sur le gris avec le chercheur indépendant Kaji Akina sur le front médiatique. Belle soirée la famille. Ciao. Salut.